Bienvenue dans un nouvel épisode du K-Sui Show les amis. Dans cet épisode, je vous ai ramené un guest spécial, Thomas Benayoun de Training Therapy. J'ai invité Thomas sur le podcast parce que j'apprécie le message que lui et son équipe véhiculent et surtout l'authenticité avec laquelle ils le véhiculent parce que ça c'est très rare dans notre industrie. Dans cet épisode, on parle d'entraînement, on parle de réhab et on parle aussi d'entrepreneuriat, de la façon dont ils ont dû s'adapter pour offrir plus de résultats et pour avoir plus de résultats en contrepartie. Très intéressant de discuter de tout ça avec d'autres professionnels du sport et de la santé. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous inscrire à la chaîne, à commenter le tout. Si vous voulez retrouver Thomas sur ces différentes plateformes, je mettrai tous les liens dans la description. Let's go. Et on est live sur le K-Sui Show. Aujourd'hui, j'ai un guest spécial pour vous les amis. Il forme sûrement les kinés de votre région. Il s'occupe de la préparation physique de certains de vos youtubeurs préférés. Oui, j'ai entendu ça. Et guérit les athlètes de notre région francophone. Thomas de Training Therapy, comment tu vas mon gars? Ça va et toi Kevin, merci pour l'invitation. Déjà c'est cool de me laisser parler ici, donc merci pour commencer. Et puis ça va très bien, merci encore. Yes, merci à toi d'être présent et il n'y a pas à me remercier. Moi j'aime bien échanger avec les gens avec qui on a une énergie compatible, tu vois. Donc j'aime bien donner une petite backstory d'ailleurs à chaque fois que j'ai un guest sur le podcast. Pourquoi je ramène le guest, pourquoi ça m'a inspiré de ramener cette personne. Et il y a un truc que je dois dire, c'est qu'avec toi, j'apprécie ton authenticité, tu vois. Et c'est un truc avec lequel j'ai du mal parfois dans le milieu francophone, où j'ai l'impression que tout le monde, tu vois, agit de la façon dont il devrait agir, tu vois, pour respecter certaines normes. Et ce que j'aime bien chez toi et avec ta team, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que vous restez vous-même, vous êtes authentique et bien entendu, il y a de la sagesse intellectuelle derrière. Et pour moi, en tout cas, c'est très respectable parce que j'aime pas trop les gens qui jouent un rôle. Donc voilà pourquoi j'apprécie le fait que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Bah merci, je pense que c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire parce que c'est notre ligne directrice depuis le départ. Tu vois, moi ce que j'apprécie c'est quand les gens qui viennent à nos formations où on se rencontre dans la vraie vie, tu vois, moi j'aime bien rencontrer vraiment les gens. Ils nous disent ah mais vous êtes pareil en vrai que sur les réseaux. Bah oui évidemment qu'on est pareil, tu vois, on n'est pas des mythos, il n'y a pas d'agence de com derrière, il n'y a rien. Et moi c'est quelque chose qui me plaît pas non plus, tu vois, ce manque de sincérité, d'authenticité, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Les gens ils ont un petit peu des faux visages à travers le téléphone et voilà, c'est tout ce qu'on essaye de ne pas faire, donc merci de me dire ça, c'est cool. On essaye de faire transpirer ce qu'on fait vraiment dans la vraie vie, il n'y a pas de semblant, on va dire, donc merci encore, on essaie d'être authentique, c'est sûr, et tu l'es aussi, c'est pour ça que ça fonctionne ce que tu fais et que tu vois, c'est un truc intéressant, je rebondis direct, je vais peut-être parler beaucoup, tu me dis si je parle trop. Pas du tout, on est là pour ça. Tu vois, au final, toi et moi, on n'a pas des énormes communautés sur Instagram vis-à-vis de tout le travail qu'on fournit. C'est pas mérité ou pas mérité, j'en sais rien, mais on n'a pas des communautés monstrueuses, on n'a pas plus de 100 000 abonnés ou des trucs comme ça. Et parce que je pense qu'on est authentique et que du coup, on ne plaît pas forcément à tout le monde, mais tu vois, on est des vraies personnes. Et en fait, ça ramène des gens qui sont vrais comme nous. Et au final, peut-être que nos business fonctionnent bien parce que malgré le fait qu'on n'ait pas une communauté énorme, les gens sont très attachés à ce qu'on fait parce qu'ils nous ressemblent et tu vois c'est ça qui amène le flow qui fonctionne bien. Enfin c'est l'impression que j'ai, donc voilà, l'authenticité c'est quand même très important. Je suis d'accord avec toi, c'est un filtre. Malheureusement tu vas pas plaire à tout le monde, mais ceux à qui tu vas plaire ou à qui ton message va parler, les gens sont investis à fond, tu vois, parce que entre personnes authentiques, on est investis, tu vois, c'est ça, ça fait la diff. En tout cas, je tiens à le dire que ça se ressent chez toi et c'est un truc qui est apprécié. D'être soi-même, c'est toujours apprécié parce que les autres rôles sont déjà pris, comme on dit. Donc, être soi-même, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Et c'est vrai que ce commentaire, tu vois, c'est un truc à mon séminaire qui est revenu souvent. Ah, mais t'es comme sur les réseaux, Kev. Bah ouais, les gars, parce que des fois je rigole, je dis les gars, c'est pas Kevin, c'est K-Sui, c'est le même personnage, tu vois, on rigole, mais c'est ça. Du coup, Thomas, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction de qui tu es, d'où tu viens, ton parcours rapidement? Alors, je m'appelle Thomas Benayoun, j'ai 27 ans, bientôt 28, et ouais, ça vieillit. Je suis originaire de la banlieue parisienne et je me suis expatrié pour faire mes études de kiné dans l'ouest de la France, donc en Bretagne, où j'ai rencontré mon associé Simon, qui est mon meilleur pote aussi. Aujourd'hui, je vais parler je vais être sa voix parce qu'il est rarement là sur les podcasts, mais voilà, c'est 100% pareil. On n'a pas trop de différence d'avis, donc ce que je dirais le concernera aussi évidemment. Du coup, je suis kiné depuis 2016. Ouais, depuis 2016. Suite à ça, la formation de kiné, moi, ne m'a pas forcément beaucoup plu. On va dire, c'était très, très light, c'était très léger. Et du coup, on s'est beaucoup formé après. Et le
notre gros point de différence avec les autres, c'est que voilà, on a monté nos cabinets, on a travaillé en cabinet libéral comme tout bon kiné. Ça nous a plu un certain temps, ça nous plaît plus actuellement. Donc on a un mode de fonctionnement un petit peu hybride où on fonctionne surtout à distance. Depuis le premier confinement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien et on pousse les choses beaucoup plus loin qu'on pourrait les pousser en cabinet de kiné normal. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. On s'occupe surtout de sportifs qui sont dans des sports de force, donc crossfit, powerlifting, musculation, etc. Même si on a quelques autres sportifs, mais notre cœur de cible, ça va être ça. Et à côté de ça, j'aime pas trop ce terme de formateur parce que je trouve que ça veut tout et rien dire, mais on est formateur pour notre organisme de formation, pour des kinés ou pour des coachs sur la partie réathlétisation, réhab. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous passionne. C'est vraiment notre passion, notre taf et notre passion. Et on a la chance de pouvoir vivre de ça aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour faire un bref résumé. Ouais, c'est cool. Du coup, dans les grandes lignes, t'es kiné, mais t'as aussi une deuxième casquette qui est celle de coach, préparateur physique. Donc tu t'occupes autant de la préparation physique que du côté réathlétisation, réhab, etc. Du coup, quel est ton... Ouais, dis-moi. Ouais, en fait, tu vois, je vais te dire de moins en moins parce que je trouve que là où on est les meilleurs, tu vois, on commence à savoir là où on est bon et moins bon. Ouais. On est bon en prépa physique, mais je trouve qu'il y a des mecs qui sont largement meilleurs que nous. Du coup, on fait vraiment, nous, cette partie entre le moment où tu te fais mal et où tu reprends à 100%. Okay. Mais il y a certains clients qui nous demandent de continuer la prépa après. On le fait. Mais je pense qu'il y a meilleur que nous là-dessus. Il faut être clair avec ses forces et ses faiblesses. Je dis pas qu'on est mauvais, tu vois, mais je pense qu'il y a meilleur que nous parce qu'il faut vraiment connaître la spécificité de chaque sport, etc. Et là, ça demande une autre vision. Mais on l'a fait, on le fait moins. Peut-être qu'on le refera dans l'avenir. Je sais pas comment ça va se passer, mais je te laisse finir ta question. Je suis désolé. Non, pas du tout. Je vois très bien. C'est toujours bien de connaître ses forces et ses faiblesses. Et je le dis toujours, il faut doubler sur ses forces. Donc si vous, c'est ce que vous avez à offrir, tu vois, c'est là qu'il faut doubler, c'est clair. Non, du coup, tu as parlé du fait que en travaillant en cabinet, tu es limité en tant que kiné. Et je sais que c'est le discours qui revient souvent. Beaucoup de kinés français avec qui j'ai pu discuter, eh bien, c'est un peu cette frustration où tu n'as pas assez de temps, le système n'est pas assez... vous met pas en position favorable pour pouvoir vraiment aider les clients. Et là, tu t'es dit, ok, moi, je vais lancer un business, ou nous allons lancer un business en ligne. Et le fait d'être en ligne, ça m'aide encore plus, ou ça me permet d'apporter plus à mes clients que si je n'étais en face à face. Et c'est marrant parce que c'est un peu contre-intuitif quelque part, parce qu'on se dit, en tant que coach, on se dit en face à face, je peux aider beaucoup plus de gens, mais en ligne, c'est pas mal. Mais pour toi, en tant que kiné, bien, c'est l'inverse. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? Et c'est intéressant parce que j'ai eu le débat avec c'est assez marrant, tu vois. Je continue à travailler au cabinet. Moi, je fais plus qu'une après-midi par semaine parce que voilà, je le fais parce que c'est une passion, tu vois. Mais clairement, si on parle business, moi, je perds de l'argent à aller bosser au cab. Mais j'aime ça, tu vois. Vraiment, c'est ma passion première. J'adore ça, donc je continue. Et j'ai pas mal de kinés qui viennent se faire soigner par moi ou par Simon parce qu'on a des spécificités un petit peu, tu vois, moi je travaille quasi que sur l'épaule, donc c'est quelque chose que j'aborde plutôt bien. Simon c'est plus le genou, etc. Donc il y a pas mal de kinés qui nous font confiance pour leurs propres problèmes à eux. Et il y a un mec qui m'a demandé, un kiné là qui m'a demandé si je consultais encore, bon, sauf que là actuellement je prends pas de nouveaux patients, du coup je lui ai dit non mais qu'on pouvait bosser à distance, et le gars était fermé pour bosser à distance parce que lui il est persuadé que ça fonctionne moins bien, alors que moi je suis persuadé que ça fonctionne mieux, parce qu'en fait le fait que ce soit à distance, tous les jours je vais t'envoyer un message, enfin mes clients je vais leur envoyer un message pour savoir comment ça s'est passé, s'ils ont bien récupéré de la séance de la veille, si la séance s'est bien passée, si c'était trop dur, si on peut changer des choses, alors qu'au cabinet la personne tu vas la voir 2 fois dans la semaine. Si t'as de l'espace et si t'as de la chance, tu la vois 1 heure, sinon la plupart du temps c'est une demi-heure. Tu fais 2 fois une demi-heure dans la semaine, il n'y a pas vraiment de suivi à côté, le reste est un peu laissé au hasard, c'est clairement pas optimal. Après, on va pas cracher dans la soupe, hein. Le fait que ce soit remboursé par la sécurité sociale en France, c'est quand même quelque chose de bien pour les patients. Tu vois, tu as des soins entre guillemets gratuits, hein. Quand c'est gratuit, il y a forcément un moment où on paye, mais bon, c'est dans les impôts, etc. Tu as des soins gratuits, entre guillemets encore une fois, mais ça amène tout et n'importe quoi, dans le sens où tu as des kinés qui font vraiment n'importe quoi, qui vont prendre 4, 5, 6 patients à la fois et qui vont produire des soins qui sont de très très piètre qualité. On pourrait même pas appeler ça des soins, des fois c'est plus délétère qu'autre chose. Et pour autant, ces gars-là, ils vont être autant payés qu'un mec comme moi ou qu'un mec comme Fred avec qui tu avais fait un podcast là-dessus. C'était extrêmement intéressant d'ailleurs. Il n'y a pas de différence de valeur dans ce que tu fais. C'est comme ça, c'est le système. Et en fait, il y a beaucoup de kinés, t'as dit, qui se plaignent de ça, qui disent ouais, c'est pas bien, on n'est pas rémunéré à nos justes valeurs. Mais en fait, la plupart d'entre eux, ils font rien pour changer, tu vois. Et moi, j'ai décidé, avec Simon, on a décidé de prendre le parti de
casser complètement ces codes, de faire autre chose, de créer autre chose. Alors, il y a peut-être des gens qui ont fait ça avant nous, j'en sais rien. On n'a pas l'exclusivité du truc. Mais nous, on a décidé de... Voilà, ça fonctionne pas bien comme on l'entend nous. Les soins ne sont pas équivalents dans chaque cabinet, etc. Il n'y a pas de mérite à faire des soins de qualité, à se former tous les week-ends pour donner vraiment des soins de qualité à tes patients. Ok, bah nous, on fait autre chose. On prend le bateau pirate et on fait autre chose à côté, où on fait notre façon de faire à distance. Les gens, ils payent de leur poche. Ça plaît pas. Nous, ça fonctionne très très bien. Je te jure, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux comme ça qu'au cabinet. C'est très bizarre, hein, mais c'est hyper plus de résultats, tu dis en termes de résultats. Ouais. En vrai. Je pense que c'est le fait que je relance les gens tous les jours et qu'il y a un vrai suivi à côté, tu vois. Et que le reste du temps qui n'est pas au cabinet n'est pas laissé au hasard. Tu vois, parce que je te disais, franchement, si tu fais, à tout casser, tu fais 2 heures dans la semaine avec ton kiné, c'est bien, mais 2 heures sur une semaine où tu as 7 fois 24 heures, c'est rien. Franchement, c'est ridicule. Alors que si on te fait faire un truc tous les jours, que tous les jours on te demande comment ça évolue, machin, etc., forcément, c'est mieux. Et je pense que le futur est là-dedans. Peut-être que je me trompe. J'ai pas une boule de cristal, évidemment, mais je suis persuadé que ce truc va fonctionner et que c'est peut-être l'avenir de la kinésithérapie, ou du moins une part de la kinésithérapie. Ça plaît pas à beaucoup de gens. Il y a pas mal de détracteurs de ça. Bon, moi, t'as bien capté, hein, j'en ai rien à foutre, mais voilà, chacun fait sa life. Mes clients sont très contents et puis voilà. C'est ce qui compte. Les résultats, c'est ce qui compte. La façon dont on va délivrer le reste, on s'en fout. Les gens sont mariés parfois à des méthodologies, tu vois, alors que au final, ce qui compte, c'est de donner des résultats à nos clients, peu importe le chemin qu'on prend. Exactement, mais tu vois, même toi, je pense que tu t'occupes de pas mal de personnes qui sont blessées, qui ont des douleurs et tout. Ouais. Je sais pas comment ça se passe, vous, en Suisse, au niveau physio, etc. Peut-être qu'il y a des physios qui sont pas contents que ce soit un mec comme toi qui fasse ce taf-là. Tu vois, je sais pas trop comment ça se passe, mais... Ouais, je pense qu'il y aura toujours de toute façon des gens qui sont frustrés. Mais ça, c'est parce que, comme tu l'as dit, ils n'ont pas la capacité de s'adapter au final. Tu vois, soit s'adapter en termes de mise à jour de connaissances, soit s'adapter au niveau de la systématisation de leur approche. Et c'est ça, tu vois, ça me fait penser. Il y a un livre que je sais pas comment il s'appelle en français, en anglais, il s'appelle Who Picked non. Who Stole My Cheese, un truc comme ça. Qui a pris mon fromage, un truc comme ça. Mais en fait, c'est une métaphore qui est, t'as deux souris. Et t'as deux êtres humains, mini-êtres humains, tu vois, de la taille des souris, qui sont dans un labyrinthe. Et en fait, l'histoire derrière, pour te la faire très courte, c'est que les souris, quand elles voient qu'il n'y a plus de fromage à un endroit, elles vont directement, c'est l'instinct animal, elles vont chercher du fromage ailleurs, tu vois. Alors que l'être humain qui, lui, avait une abondance de fromage à un endroit, au bout d'un moment, il n'y a plus de fromage, et puis il reste au même endroit, parce qu'il dit non, le fromage, il va revenir. Et l'autre gars, son coéquipier, il lui dit, mais non, il n'y a plus de fromage, il faut qu'on bouge. Non, mais je reste parce que le fromage a toujours été là, donc je dois rester, tu vois. Alors que la morale derrière tout ça, c'est de dire, hey, il faut t'adapter. Si tu n'as plus de fromage à un endroit, si tu n'es plus en train d'avoir de résultats d'une certaine façon, hey, on va aller chercher le fromage ailleurs, tu vois, et tu vas suivre ton côté animal. Et la morale, c'est voilà, apprendre à s'adapter, et ça revient à ce que tu disais. Et c'est un truc qui est que respectable, où tu te dis, ok, moi je suis pas content du système aujourd'hui tel qu'il est. Il me permet pas de donner les résultats que je souhaite donner. Je peux pas respecter mes clients de la meilleure des façons, mais je vais trouver une alternative. Et c'est vrai qu'en ligne, parfois tu retrouves ça. En fait, les gens se sentent plus responsables vu que il y a ce check-in quotidien, comme tu l'as dit. Ça oblige les gens. Les gens ils savent, hey, j'ai un compte rendu en fait à donner. Mais autre chose, un truc tout bête, ils payent de leur poche, tu vois. C'est ça. Ils payent de leur poche, tu payes de ta poche. Tu dis attends, je mets un tarot, je vais pas ne pas faire ce que la personne me dit. Et après, t'as totalement raison dans ce que tu dis. C'est difficile de se battre contre ce système parce que c'est une grosse machine, tu vois. C'est des trucs qui sont là depuis des années, c'est piloté par l'État, etc. Bon, j'ai rien contre l'État, hein. Je suis pas un mec de la théorie du complot, mais au final, nous, on n'est rien, tu vois. Moi, je suis personne, je peux pas me battre contre des entités comme ça. Du coup, je fais mon truc de mon côté, j'amène mes gars avec moi, ceux qui veulent me suivre, et puis si ça fonctionne, tant mieux. Mais les gens, t'as tout dit avec ton histoire de souris et d'êtres humains là. Les gens ils se plaignent beaucoup, mais il faut rien pour que ça change. Donc voilà, c'est le destin il est entre nos mains, hein, et ça nous de prendre. Ça fonctionne pas. Au pire, moi j'ai une chance énorme. Moi et tous mes collègues kinés qui vont écouter ce podcast, on a une chance énorme, c'est qu'on a un bout de papier où il y a écrit master kinésithérapeute diplômé d'État, qui est un diplôme qu'on ne peut pas t'enlever, même si tu as fait des trucs horribles à des patients. Tu vois, il y a des histoires complètement incroyables de mecs qui mériteraient de se faire couper la tête, qui ont fait des trucs horribles à des patients. Ils ont toujours le droit de travailler, les gars. Donc, en gros, peu importe ce qui t'arrive, si ça ne fonctionne pas, tu retournes travailler dans un cabinet, tu auras toujours du taf. Donc nous, on a cette chance-là.
qui n'est pas forcément mérité d'ailleurs, où on a un parachute complètement doré. Donc en fait, il n'y a pas de risque de ouf. Tu vois. Je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Bien sûr. En gros, c'est les gars, si vous voulez prendre un risque, prenez-le parce que, comme tu l'as dit, tu as toujours un plan B au final. Et du coup, Thomas, toi, quel est ton passé sportif? Je sais que tu fais du crossfit en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais par le passé? Moi, j'ai commencé le judo à 3-4 ans, un truc comme ça. J'ai fait du judo jusqu'à 17 ans, à peu près. Après, j'ai arrêté quand je suis rentré en école de kiné. J'ai repris en dilettante. J'ai toujours été très modeste, tu vois, niveau régional. Après, le judo, c'est un sport qui est très développé en France. Il y a beaucoup de monde. Je me trouve des excuses, hein, mais moi, je suis vraiment un passionné d'arts martiaux, tu vois. Les arts martiaux, ça veut tout dire. C'est l'art de la guerre, tu vois. Donc, il y a un côté artistique, il y a un côté guerrier, un côté vraiment cadré. J'ai fait un petit peu de MMA à 15-16 ans, à l'époque où c'était un peu underground, tu vois. Ça s'appelait du pancras en France, ou du sambo. On n'avait pas vraiment le droit d'en faire. Ouais, c'était ça. Bon, ça veut tout et rien dire au final. Moi, je suis un très mauvais striker. Du coup, j'ai très vite arrêté parce que vraiment, le pied-point, c'est vraiment pas mon délire. Je suis très, très mauvais là-dessus. Après, j'ai fait un peu de lutte. J'ai testé le JJB, mais ça m'a pas forcément plu. Et à côté de ça, depuis 13-14 ans, tu vois, quand tu es dans les sports de combat, tu fais forcément de la prépa physique à côté. Donc, j'ai commencé la muscu à 13-14 piges, sans aucun problème. Tu vois, on faisait traction, développé couché, squat, des trucs de base. Mais quand c'est bien encadré, il n'y a pas de risque. Et ça m'a toujours plu, vraiment comprendre comment le corps se développait. Moi, j'ai vraiment des piètres qualités physiques. Donc, je suis un mec qui travaille pour gagner quelques kilos par-ci, quelques kilos par-là. Et ça m'a toujours plu. J'ai toujours continué la muscu non-stop depuis 13-14 ans. Et voilà, là, on va dire qu'en termes de facilité d'entraînement, etc., le CrossFit, c'était un bon délire pour moi parce que haute intensité, je suis quelqu'un qui bouge plutôt bien. Donc, les prérequis de mobilité, je les ai. Donc, je prends pas trop de risques, tu vois, ça va. Et puis, voilà, les sports de combat, il faut aller t'entraîner à tels horaires, etc. Ça m'arrangeait pas trop dans le sens où mon planning, il est très variable. Du coup, le CrossFit tombait bien en ce moment. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais du CrossFit. Ça me plaît. On fait des petites compètes, des trucs pour se faire plaisir. C'est vraiment un sport que j'affectionne. Peut-être que je ferai autre chose plus tard, mais là, le délire du moment, c'est le CrossFit. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est un kiff. C'est vrai que le CrossFit, c'est entraînant. Dès que tu commences, après, il y a ces trucs. C'est pour ça que ça a pris autant. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait de t'entraîner, ça t'a appris, t'as parlé de musculation, t'as commencé jeune. Moi aussi, j'ai commencé très jeune. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ta pratique de kiné? Tu vois, c'est une question qui est importante pour moi parce que tu as parlé du cursus de kiné, peut-être on reviendra dessus, avec lequel tu n'étais pas satisfait. Mais je sais que moi, avec tous les kinés avec qui j'ai pu collaborer ou les coachs avec qui je collabore, je dis, hey, moi, le meilleur truc que j'ai pu faire, au-delà de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, c'est de faire de la muscu, commencer super jeune parce que c'est le premier truc qui t'expose à l'adaptation du corps humain. Tu vois? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et je suis à 100% d'accord, tu vois, j'interviens en école de kiné et il y a un truc qu'on répète au directeur, on dit franchement, vu le prix des écoles de kiné en France, c'est excessif, tu vois, je vais peut-être dire, je vais me faire insulter par les étudiants parce que ça se trouve je dis des conneries, mais je crois que c'est dans les 4 000 € par an, c'est très très cher, enfin moi je trouve ça très cher. Le minimum, c'est que les étudiants ils soient inscrits gratuitement dans une salle de sport, tu vois, et qu'ils aient accès à une salle de sport pour s'entraîner. Donc oui, vraiment oui, parce qu'en fait aujourd'hui, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, le meilleur traitement pour la plupart des troubles musculo-squelettiques, c'est la remise en charge progressive en créant de l'adaptation tissulaire. Et par ça, tu es obligé de passer par des exercices actifs, donc la plupart du temps du renfort, de la mobilité, ce que tu veux, on peut appeler les choses comme on veut. Et si tu maîtrises pas les exercices de base et la façon dont il faut les exécuter avec les bons leviers et tout, en fait, tu maîtrises rien. Et nous, à l'école de kiné, on nous a dit, ouais, les exercices, c'est bien, machin, faut faire des exercices. Et après, on nous montrait des exos avec des bandes élastiques, tu sais, comme ça, là, en rouleau. Ouais, c'est ça. Et tu faisais des petites rotations comme ça, exact. Des petits tirages. Et encore, c'était même pire que ça. Et les gens, ils étaient là, ah ouais, c'est stylé et tout, on va faire ça aux patients. Mais moi, j'étais là, mais c'est nul, en fait. C'est archi naze. Pourquoi on n'utilise pas des poids? Pourquoi on n'utilise pas des trucs qui sont calibrés où on peut augmenter 1 kg, 1,5 kg, etc. Et en fait, dès que je suis arrivé à pratiquer, à travailler, quoi, je l'ai mis en place directement. Je me rappelle, dans le premier cabinet où je travaillais, c'était pas mon cabinet, j'étais assistant dans un cabinet. Au bout d'un mois, j'avais rempli la salle de rééducation de matos et quand je suis parti, ils n'avaient plus rien, tu vois. Tout était à moi. Kettlebell, poids, machin, il y en avait partout. Et si tu maîtrises pas ça, tu peux pas maîtriser vraiment le renforcement musculaire, etc. Donc en fait, tous les kinés aujourd'hui se disent ouais, on fait des exercices à nos patients, mais sauf qu'ils maîtrisent pas vraiment la base parce qu'en fait, on leur a pas appris correctement.
parce que c'est pas dans le cursus et pour autant ça devrait l'être parce qu'en vrai c'est une part énorme de notre métier, donc c'est un petit peu dommage et je pense que tout bon kinésithérapeute, à part ceux qui veulent vraiment faire plus par exemple de l'ostéopathie ou des choses un peu plus passives, j'ai aucune critique sur l'ostéo, hein, c'est très bien, il n'y a pas de problème, ils devraient avoir un bon background là-dessus, sur des exercices vraiment cadrés, de musculation, etc. Parce que c'est super important et tant que tu n'as pas pratiqué, tant que tu n'as pas fait sur toi, tu peux pas savoir ce que ça fait, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Et je le dis tout le temps, quand tu vas chez un kiné et tu vois que dans son cabinet, il n'y a que des TheraBand, des petits élastiques, tu sais déjà que le gars, il y a un truc qui manque, tu vois. Et je le vois, par exemple, dans votre salle, en tout cas, ce que j'ai pu voir, le décor de votre salle, bah, c'est une salle de sport, tu vois. Une salle de kiné, c'est une salle de sport. C'est ce que les gens disent quand ils arrivent, ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est une salle de sport. Et il y en a qui peuvent être choqués parfois, qui peuvent arriver dans une salle de kiné. Ils disent, mais c'est quoi? Mais en fait, c'est une salle de fitness. Ouais, les gars, c'est ça. c'est ce qu'ils sont censés faire. Donc, si ton kiné a une salle de sport, a du matériel, en général, c'est que il sait de quoi il parle. Donc, moi, je dis tout le temps, si ton kiné, ou même ton médecin, tu vois, mais quand tu souffres de douleurs, de problèmes musculo-squelettiques, peu importe ce que c'est, le meilleur truc, c'est de demander à ton médecin, ou le professionnel du sport ou de la santé avec qui je travaille, si lui, il s'entraîne, tu vois. Si lui, il fait de la muscu, franchement, moi, je le dis, un kiné qui s'entraîne, ouais, je suis d'accord. Et un médecin qui s'entraîne, je pense que déjà, il part déjà avec une longueur d'avance, tu vois. Quelqu'un qui il sait pas du tout de quoi il parle. Et c'est avec ce genre de personnes après que tu vas avoir des commentaires du style reposez-vous, ne faites rien, tu vois. Mais c'est ça. De la glace, parce que tu sais pas. En fait, les gens, ils ont du mal à faire. Tu vois, c'est un truc que j'arrête pas de répéter. Et souvent, on me dit, ouais, mais nous, on n'a pas le temps. On finit à 20h le soir. Tu sais, kiné, on commence à 8h, on finit à 20h. Ouais, ok, merci les gars. Vous allez pas m'apprendre que c'est un métier qui est très prenant au niveau horaire. Ouais. Mais les gens, ils n'arrivent pas à faire le distinguo entre tu t'entraînes pour apprendre, comprendre ce que tu fais faire à tes patients, tes athlètes, etc. Et tu t'entraînes pour être champion du monde de powerlifting. Ça n'a strictement rien à voir. On ne demande pas au kiné de la terre entière de faire 200 kg squat. C'est absolument pas ça le but. C'est juste de comprendre comment on bouge correctement, quels sont les exercices accessoires, comment faire si jamais il y a un déficit là-dessus, etc. En testant sur soi-même, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace l'expérience. Aujourd'hui, on est à fond dans le courant EBP, les études, machin, les études, elles disent ça. Oui, ok, très bien, les études, c'est très bien. Tu vois, avec Simon, nous, on a un DU de recherche. On a fait un DU de recherche parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais on est des mecs très terrain. Tu vois, il y a la science qui est importante, mais il y a le terrain qui est aussi important. Et il faut merci, mon gars. Amen. Mais oui. Mais c'est vrai, ça c'est mon plus grand débat aujourd'hui dans l'industrie. C'est que, comme tu l'as dit, toute cette communauté evidence-based, pour moi, qui ne veut rien dire au final, parce on est tous evidence-based, tu vois. Bien sûr. C'est la base. Qui n'est pas evidence-based? Quelqu'un a mis sur son profil du style, moi, je ne suis pas evidence-based. Tout le monde se base sur de l'évidence. Maintenant, je pense qu'on néglige vraiment le terrain. Et j'ai posté ça hier, justement, j'écoutais un podcast parce que je répète ça à chaque fois et je le dis dans le premier module de mon programme mentorship aussi. Les gars, négligez pas les anecdotes. Les anecdotes, vos anecdotes ou les anecdotes de vos collègues, tu vois. Si toi, tu vas me raconter un truc, je vais en prendre note, tu vois. Parce que, sur le terrain, c'est là où on apprend le plus, tu vois. Et je trouve que dommage qu'on ait créé cette culture dans l'industrie du fitness et de tout ce qui tourne autour de la santé, où on néglige justement ces expériences pratiques. Parce que selon moi, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Si je devais créer une hiérarchie, je me dis, ok, en fait, je ne crée pas de hiérarchie, je dis tout le temps, je mets tout au même niveau, en fait. Tu vois, il n'y a pas une source d'évidence qui est au-dessus d'une autre source d'évidence. Elles sont toutes au même niveau et on essaie d'extrapoler ce qu'il y a à extrapoler. Mais c'est ça l'idée derrière, tu vois. C'est ça être evidence-based. C'est pas simplement se baser sur la recherche. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un triptyque, hein. C'est un cercle où tous les trois cercles ils s'imbriquent dedans, tu vois, il n'y a pas un qui prend le dessus par rapport aux autres. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils se cachent derrière ça parce qu'en fait, eux, ils ont que le cercle des études parce que les études, tout le monde peut les avoir. Hein. Tu vas sur PubMed, tu cherches, tout est disponible. Ça, c'est facile. Par contre, ils ont la flemme de faire l'expérience. Du coup, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les trois. Et tu peux toujours te cacher en disant, ouais, mais telle étude, elle a dit ça. Ouais, ok, super. Mais c'était qui les sujets dans l'étude? Est-ce que c'est transférable au sujet que tu as face à toi? Est-ce que toi, tu comprends même le sens de l'étude? Est-ce que ça se transfère? Enfin, le débat, il ne s'arrête jamais. Par contre, il ne faut pas faire des trucs empiriques qui ne sont pas fondés et qui ne fonctionnent pas vraiment sur le terrain juste parce que tu les as entendus, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais j'attaque pas ce genre de formation. Mais là, je reçois des mails de formation pour poser des pierres chaudes sur des patients pour activer les chakras, machin. Bon, ok. Bon.
pourquoi pas? C'est clairement pas mon délire. Je sais que c'est vraiment pas fondé sur la science. Peut-être qu'il y a de l'expérience là-dedans, mais je remets quand même en doute, ok? Mais il faut pas non plus être bête, tu vois. Il faut prendre un petit peu de chaque truc. Et surtout, il y a un truc qui est très important, c'est l'expérience de toi en tant que thérapeute ou en tant que coach, et aussi l'expérience de ton athlète ou de ton patient. Si y a un exercice qu'il n'a pas kiffé, je dis n'importe quoi, un mec, un jour on lui a fait faire du Jefferson Curl, il a détesté le Jefferson Curl, il s'est fait mal. Pourquoi aller lui faire du Jefferson Curl juste pour lui faire du Jefferson Curl? S'il aime pas, il aime pas, c'est pas grave, tu auras d'autres variantes à faire. Donc c'est important de prendre tout ça en compte et sortir un petit peu des papiers, sortir la tête de l'écran et aller pratiquer vraiment. Mais ça, les gens, je pense qu'ils ont la flemme, je vais te dire, ou peut-être peur, tu vois, de le faire, de se remettre en question. Ce qui est important, c'est de se remettre en question tout le temps, en fait, tu vois, c'est vraiment ça la base. Ouais, c'est clair. C'est la base du développement de son esprit critique, c'est ça. Est-ce que tu avais beaucoup de... C'est une question que je te pose, tiens. Est-ce que tu avais beaucoup de kinés dans ton mentorat cette année-là? Ouais. Je pense que 40% Français ou Suisse? Français, principalement. Français et belge, mais principalement des kinés français. Des jeunes? Jeunes et moins jeunes en vrai, hein. Un peu de kinés expérimentés également. Donc franchement, il y avait de tout. Mais en tout cas, 30 à 40%, si je ne me trompe pas, qui étaient kinés. Là, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement. C'est intéressant, c'est des mecs ouverts d'esprit parce qu'au final, ils vont se former. Mais c'est même plus que former parce que tu es un peu leur mentor, tu vois. Donc ils suivent ton courant de pensée et tout, c'est très bien. Ils vont se former auprès d'un mec qui n'est pas kiné et qui a une expérience de terrain de ouf, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils se remettent en question, c'est bien. Donc vraiment, ça c'est intéressant. Comment ils se comportaient sur les séminaires et tout? Non, franchement, ils se comportaient bien. Et je pense que le côté programmation, ça d'après ce que j'ai entendu comme feedback, c'est que c'était vraiment en plus, tu vois. Et je le dis à tous les kinés, franchement, les gars, pour moi, fondamentalement, on fait le même métier, mais les kinés ont un bagage pour traiter les pathologies qui est beaucoup plus avancé qu'un préparateur physique, tu vois. Et pour moi, si je le dis à chaque fois, si tu es un kiné et que tu connais les principes fondamentaux de la préparation physique, eh bien, pour moi, c'est comme si tu étais un coach avec la cape de Superman, tu vois ce que je veux dire? Et je comprends pas l'idée même de ne pas vouloir passer le cap et de dire, ok, moi j'ai envie d'avoir cette casquette comme vous le faites, tu vois. Parce que sur tous les aspects, c'est mieux. Tu vas donner de meilleurs résultats à tes clients. Tu vas savoir mieux communiquer avec tes clients, avec la population sportive, athlétique. Et en plus de ça, tu vas augmenter tes revenus. Tu vois, c'est la vérité. C'est vrai ou pas? Je suis pas en train de mentir. Toi, tu le fais. Et c'est ça. Et c'est le feedback aussi des participants de mon programme qui disent, ah ouais, en fait, je comprends. Je dois faire quelque part cette transition, tu vois, ou au moins avoir la capacité ou l'option de le faire, tu vois. Mais après, tu vois, ce qui est dur pour eux, c'est au final ils apprennent tout ça. Tu leur as transmis un nombre de connaissances incroyable. Qu'est-ce qu'ils en font après, tu vois, dans leur pratique? Est-ce que, en fait, ils vont faire quoi? Ils vont rester kinés? Ils vont toujours avoir des séances à 16,13 € la séance. Pour autant, ils ont un bagage exceptionnel. Est-ce que ça vaut plus que le mec qui met des électrodes et de la lampe chauffante sur un gars qui a mal au dos? Oui, moi, je suis persuadé que oui. Mais au final, comment ils vont faire pour après, ça, c'est bien entendu. Après, c'est à eux de revisiter leur business et leur branding, tu vois. Mais ça, on en parle profondément dans mon programme, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une question qui revenait souvent. Même des kinés qui sont en transition et qui se disent, mais moi, mes patients me voient toujours comme le kiné, tu vois. Donc, ils veulent être, tu vois, ils vont être rémunérés que par la Sécu, ils veulent pas payer de leur poche parce qu'ils ont pris cette habitude. Après, il y a un taf, je pense qu'il y a un taf de branding aussi à ce moment-là, tu vois. Je pense qu'il faut réussir à couper vraiment, à se lancer, tu vois. Et pour donner mon expérience là-dessus, ce serait intéressant que je le partage plus. D'ailleurs, on ne parle pas souvent de nous, tu vois. Au final, on ne raconte pas trop nos histoires parce qu'on a l'impression que ça n'intéresse pas les gens. Mais merci de me donner le moyen de m'exprimer. Nous, pendant 3 ans, je te dis, les comptes, ils étaient dans le rouge. On perdait de l'argent. On investissait. On mettait de l'argent pour que ça fonctionne. On prenait du temps pour tourner des vidéos, pour se faire connaître. Et on perdait de la thune à travailler, mais voilà, il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. J'ai jamais lâché, je me suis toujours dit que ça allait marcher. Et quand ça marche vraiment, tu vois. Donc, faut prendre le temps. C'est comme dans tout, en fait. Tu vois, moi, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant. J'ai pas des qualités physiques de ouf. Je progresse très lentement. Je suis pas très bon, tu vois. Et je pense que ça m'a donné de l'abnégation et ne pas lâcher l'affaire, même si c'est lent. Nick, tu vas quand même et tu prends le temps de faire le taf. Ça tombe pas du jour au lendemain, surtout dans un truc où les gens n'ont pas l'habitude que ça fonctionne comme ça.
Tu peux pas arriver et du jour au lendemain, ouais, ça y est, ok, je suis kiné hors nomenclature, je m'occupe plus de la sécu, vous me payez 200 balles le mois pour du suivi, machin. Non, ça marche pas comme ça. Et les gens pensent, tu vois, c'est un truc de ouf. J'ai reçu un message il y a 2 semaines d'un de mes anciens stagiaires que j'apprécie, mais le message m'a saoulé un peu. Le gars, il me dit, ouais, les mecs, comment vous avez fait pour vous faire connaître? Mais genre, la question, comme si j'allais répondre une phrase magique, tu vois. Je dis, bah, gros, on a travaillé, tu vois, c'est tout, en fait. C'est ça. Mais les gens cherchent. Tu sais, j'avais fait une vidéo une fois, j'en parlais avec mon vidéaste, et il a filmé ça comme ça, sans qu'on le sache. Et du coup, la vidéo, elle a fait le buzz. Mais c'était un réel que j'avais publié. Mais en gros, l'idée, c'est que ce que je disais, c'est que les gens veulent justement la phrase, la réponse toute faite, tu vois. Mais ils savent pertinemment qu'elle n'existe pas. C'est juste parce qu'ils veulent trouver une excuse à leur manque de travail. Parce qu'ils ne veulent pas confronter le fait que leur échec, c'est de leur faute. Tu vois. Ils doivent trouver une excuse. Ah, mais c'est parce que j'avais pas cette caméra ou j'avais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ils cherchent le remède miracle, mais le remède miracle n'existe pas malheureusement. N'existe pas. Non. Ouais, c'est ça. Mais on aura l'occasion de revenir après sur le côté business parce que bien entendu, ça m'intéresse de parler de votre succès, votre ascension. Et pour rebondir sur un truc que tu vois, je te coupe là-dessus. Tu vois, ça c'est un truc qui est complètement tabou en France. Je sais pas comment c'est chez vous en Suisse, tu vois, mais c'est de la francophonie. C'est un truc de ouf. Mais tu vois, les gens ont soif de ça. Parce que moi, je suis arrivé, pour la petite histoire, je sais pas si tu connais un peu mon histoire, mais moi, je suis parti vivre aux États-Unis quand j'avais 19 ans. Ça s'entend. Ouais, voilà. Et du coup, déjà, mon français, il est devenu cassé parce que ces 10 dernières années, je parle que anglais. Et du coup, il y a plein de termes en français que je connais pas, que tu oublies, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais très américanisé, tu vois. Donc, ces 10 dernières années, très américanisé. Et j'arrive ici, et c'est vrai qu'il y a certains discours qui peuvent être choquants, tu vois. Et c'est vrai que quand on parle de business, on parle d'argent, c'est tabou, tu vois, dans la francophonie. Et en vrai, quand quelqu'un arrive et en parle, les gens disent, ah, en fait, c'est ça. J'ai envie d'entendre ça. En fait, j'ai envie d'en apprendre plus. Mais c'est juste que c'est culturel, je pense. Tu vois, et malheureusement, ça va changer. Donc, on va essayer de briser ces tabous. Il y a un truc que tu as dit qui était très intéressant, c'est que tu as dit que, en fait, t'as pas eu ces facilités, peut-être génétiques, tu vois, à améliorer tes performances comme certains pourraient l'avoir. Et je pense que c'est un des meilleurs trucs que tu puisses avoir dans ton apprentissage. Personnellement, c'est pareil. Les gens pensent peut-être que voilà, tu as été gâté par la nature, que tu arrives à faire tous ces trucs. Mais en fait, non. Moi, le meilleur truc qui me soit arrivé dans mon parcours, c'est d'être blessé à fond, parce que j'ai appris plein de trucs. Mes performances, comparées à certains de mes potes, ça a toujours été médiocre, tu vois. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé dur. Même les gens qui me voient faire des grands écarts ou des trucs comme ça, je touchais même pas mes genoux, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mes performances, même quand on me voit sauter, aujourd'hui, j'ai un saut qui fait un Velcro jump qui fait presque, tu vois, c'est 1 mètre presque. Et je savais pas sauter, tu vois. Tu me mettais sauter sur la plus haut, la box de plus haut, à l'étage le plus bas. J'avais du mal, tu vois, à sauter. C'était compliqué. Alors, tu vois, au final, c'est le travail. Les gens cherchent à éviter le travail, mais il n'y a que le travail qui paye. Et puis, arrêtez de chercher à trouver des raccourcis. Du coup, Thomas, je me permets de rebondir. Comment toi, tu prends en charge tes clients? Comment ça se passe quand quelqu'un vient, veut contracter Training Therapy? Vous avez un processus précis? Raconte-nous tout. Ouais, on a un process précis. Alors, en gros, les gens, souvent, le canal principal d'acquisition, donc c'est Instagram, parce que c'est là où on est le plus visible. Ouais. La personne, elle nous envoie souvent un message, on discute vite fait sur Insta de ce qui lui pose problème. Si on n'est pas en mesure de répondre à ses attentes, on lui dit, tu vois, nous, on va pas chercher tout le monde juste pour chercher tout le monde. On cherche personne. D'ailleurs, c'est souvent les gens qui viennent nous chercher. Enfin, c'est tout le temps les gens qui viennent nous chercher. Et si la problématique nous semble envisageable, la personne, elle book un rendez-vous sur Internet, on fait une visio ensemble. Donc maintenant, on est 7 dans l'équipe. Tu vois, il n'y a plus que Simon et moi. On a 5 collègues qui bossent avec nous parce qu'on a beaucoup trop de demandes. Donc, merci déjà à tous nos clients de nous faire autant de bouche à oreille. C'est cool. Au bout d'un moment, tu vois, on ne peut plus répondre. Moi, je me suis fixé une limite à 30 clients en perso par mois. C'est ma limite haute parce qu'après, je sais que mon taf, la qualité commence à diminuer. Parce qu'après, c'est très dur de suivre plus de personnes. Du coup, dès qu'on a dépassé ce seuil, on a embauché quelqu'un, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Pareil, on n'en parle pas trop, mais on devrait plus mettre en valeur les mecs parce qu'ils nous aident vraiment beaucoup. Donc merci à eux 5. On fait une visio avec la personne. On la regarde bouger.
en fonction de ce qui pose problème. On demande certaines vidéos sur certains mouvements, etc. Vraiment, on fait un truc carré comme on ferait un bilan en séance de kiné classique, en fait. Ouais. Sauf que juste là, la différence, et c'est totalement critiquable, hein, c'est qu'on n'a pas le toucher, tu vois, pour voir s'il y a des tensions par ici, par là, pour aller regarder plus précisément chaque articulation, etc. Mais on arrive quand même à faire un truc, allez, carré à 95% en distanciel comme ça. Après ça, nous, on met en place un plan vraiment très précis, soit sur une semaine si c'est un peu touchy et qu'on n'est pas sûr de comment va évoluer la personne, si elle est très irritable, etc. Soit sur un peu plus de temps déjà préprogrammé, parce qu'on sait que voilà, ça va potentiellement aller dans ce sens-là. Et tous les jours, la personne, elle se filme sur sa séance, alors, sur certains exercices clés, parce qu'au bout d'un moment, elle ne va pas se filmer sur tous les exos. Et elle nous envoie ça. Nous, on check tous les jours si le mouvement est bien fait. On lui demande son ressenti, comment c'était, est-ce que ça progresse, machin. Et après, on réadapte les séances qui suivent en fonction du plan. Parce que, évidemment, bah, tu le sais, hein, quand on planifie, c'est ça la science de la planification, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de science derrière. C'est que vous planifiez et en fait, vous allez toujours réadapter en fonction de comment la personne évolue, parce que vous ne maîtrisez pas comment elle dort, comment elle mange, est-ce qu'elle est sortie la veille, est-ce qu'elle est plus fatiguée, etc. Et ça impacte vachement la progression. Du coup, on réadapte les séances en fonction de ce que nous dit la personne. Et puis, ça dure le temps que ça dure. Si ça dure un mois, ça dure un mois. Si ça dure 3 mois, ça dure 3 mois, 6 mois, etc. Et on refait des bilans régulièrement pour mesurer le progrès et atteindre nos objectifs de base, quoi. Donc, voilà comment on fonctionne. Nice. Donc, c'est de la vraie individualisation. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, c'est top. Et du coup, ta routine, elle ressemble à quoi? Tu te lèves le matin, café direct, ordi? Non. Café, je me limite le café à partir de 10h parce que moi, je kiffe trop le café. Tu vois, j'ai ma grosse machine à côté. Je suis vraiment un fanatique de café. Non, je me lève. Est-ce que je fais une mytho? Est-ce que je fais pas une mytho? Non, en vrai, je me lève. Dis-nous que tu fais ta méditation, que tu écris dans ton journal, que tu es reconnaissant de tout ce qui t'arrive. Routine basique, je me lève entre 7h et 8h. Ça va dépendre si je suis fatigué ou pas, si j'ai vraiment chargé sur l'entraînement la veille. J'essaie de m'écouter. J'ai cette chance maintenant, tu vois. J'essaie de m'écouter. Généralement, entre 7 et 8h, je suis bien. Je me lève 7h. Premier truc, je saute du lit, douche froide, direct. Ça, toujours. Ça fait 3-4 ans que je fais ça. Alors, ça n'a pas forcément bien fait. Moi, j'ai fait des stages Wim Hof, c'est quelque chose que j'apprécie, mais ça, je ne vais pas dire que ça a des bienfaits incroyables ou autres. C'est juste que direct, je me mets dans le dur dès le matin et je me prouve que je suis capable d'endurer la douche froide. Parce que les gars, je peux vous dire, quoi qu'il arrive, une douche froide, elle sera toujours froide. Y a pas de... Tu t'habitues pas. Tu t'habitues pas. C'est toujours froid, tu as toujours la flemme, mais tu le fais, tu vois. Douche froide, bim. Ouais. Je sors, petit déj toujours, classique, je mange toujours le matin, important. Et après, en gros, de 8h30 à midi, je vais bosser non-stop. C'est très variable. J'ai plein de choses à faire, tu vois. Je te dirai après ce que je gère, mais j'ai plein de choses différentes à gérer. À midi, je coupe pour aller m'entraîner. En fait, l'entraînement me permet de couper sur le fait d'être assis, même si j'ai un bureau debout et tout. Je sais que voilà, j'ai un métier qui, au final, ça reste un peu sédentaire, hein, ce qu'on fait. C'est terrible, mais ça reste assez sédentaire. Donc, je m'entraîne. Après, je bouffe pour récupérer, évidemment. Je retravaille, petite sieste si besoin, je me réentraîne vers 18-19h et puis après off. Le soir, j'essaie de ne pas bosser le soir. Et ça, allez, je vais te dire 6 jours sur 7. Si je mens pas, ce serait 6 jours et demi. Il n'y a pas vraiment de week-end. En vrai, c'est pas... Après, le truc, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. Tu vois, dans 3 semaines, on part à La Réunion. Je serai à La Réunion en vacances, mais je vais pouvoir bosser un peu aussi. Tu vois, je peux bosser de n'importe où. C'est ça qui est bien, ça me laisse une certaine liberté. Il y a 2 semaines, on était à Perpignan pour voir des membres de notre team de CrossFit. Bref, on fait un peu ce qu'on veut, même si on a des obligations. Mais voilà un petit peu la journée. Donc, ouais, je m'entraîne généralement 2 fois parce que je vous dis pas de vous entraîner 2 fois, c'est pas forcément très bien pour tout le monde. Je suis quelqu'un qui encaisse bien le volume. Tu connais, nous, les combattants, on a l'habitude d'encaisser du volume, donc ça va. Et puis, ça me permet surtout de couper, en fait. Tu vois, c'est ça qui est plutôt bien. Et voilà, je peux pas te dire combien de temps je travaille, mais je travaille toute la journée, quoi. Non, mais je connais, hein, on connaît, on connaît la musique, mon gars. On travaille toute la journée, t'as de la chance. T'as de la chance de pouvoir t'entraîner 2 fois, frérot. Moi, ça serait mon rêve, malheureusement, avec mon petit, là, c'est devenu impossible. C'est dur, ouais. D'ailleurs, félicitations. Merci. Mais c'est vrai que quand t'as un petit, là, ça chamboule le tout. Avant, je pouvais charbonner 16 heures, m'entraîner 1 fois, 2 fois. Maintenant, c'est plus faisable. La différence aussi, pour moi, c'est que, tu vois, j'ai ma salle, en fait. J'ai ma salle qui est chez moi, donc... c'est parfait, ça. Je peux m'entraîner, j'ai tout. On est équipé comme jamais, tu vois, donc j'ai pas d'excuses, quoi. Ça c'est top. Ouais, du coup, faciliter son environnement, ça aide à fond. Et
Et du coup, Thomas, toi, tu travailles principalement avec la population athlétique, tu travailles également avec la population générale ou pas du tout? Ça arrive, ça arrive. Tu vois, on a même des cas assez extrêmes. Simon, lui, s'occupe de 3 personnes qui ont la mucoviscidose, donc qui est une pathologie respiratoire grave. Alors, c'est peut-être ceux dont on est le plus fier. Il y a une petite qui a 12 ans. Alors, c'est une pathologie qui est chronique et voilà, ça crée des problèmes au niveau du mucus, etc. Donc, des difficultés à respirer. Toute une cascade de problématiques qui s'ensuit. Et en fait, l'activité physique leur permet de mieux drainer et d'optimiser au mieux les effets des thérapies à côté. Et c'est tu vois, ils ont vraiment une pathologie de chien, tu vois. C'est un truc, ils ont rien demandé, c'est génétique, c'est une pathologie de chien. Et ils se donnent comme jamais sur les programmes qu'on leur fait. Et ils sont incroyables. Donc, tu vois, on peut aller jusqu'à ce genre de personnes. C'était pas notre cœur de cible, mais c'est quelque chose qu'on fait. Et tu disais tout à l'heure, le meilleur médecin, c'est le médecin qui s'entraîne un petit peu. Il y a 2 ans, j'ai eu une médecin qui m'a contacté parce qu'elle a compris que les exercices étaient la clé pour la plupart de ses patients et elle s'est dit, bah, moi, je veux tester. Mais la nana, elle n'avait jamais fait de sport, tu vois. Et elle s'est dit, moi, je veux tester des exercices de renfort pour connaître un petit peu comment ça fonctionne. Et je l'ai pris, tu vois, en suivi, mais ça peut aller jusque-là. Mais bon, la plupart du temps, ça reste quand même des crossfitters ou des forceux ou des gens qui font de la muscu, des trucs comme ça. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, moi, du fait que j'ai travaillé avec beaucoup de populations, avec la population générale, également avec les athlètes du plus haut niveau, franchement, ceux qui te donnent la meilleure récompense, c'est la population générale. Parce que tu crées un changement qui est énorme. C'est un truc de ouf, tu vois. Sur un athlète de haut niveau, tu vas peut-être rajouter 1%, 2%, et encore. Mais avec monsieur, madame, tout le monde, tu changes leur vie, tu vois. C'est clair. C'est un truc de ouf. Et du coup, on travaille. Ouais, donc négligez pas la population générale. Et c'est vrai que la plupart des gens vont travailler avec la population générale. Et je trouve que c'est important d'apprendre à travailler avec ces gens-là. Tu vois. En tout cas, moi, c'est le message que je partage avec tous mes coachs. Parce que c'est vrai que, tu vois, des fois, pour moi, c'est de la flûte, tu vois, où beaucoup de préparateurs vendent du rêve, tu vois, ou même dans les cursus, les méthodes qu'on nous apprend, on nous apprend des trucs super avancés pour du développement athlétique. Mais hey, tu vas travailler avec Suzy, avec Caroline, tu vois ce que je veux dire, avec Brigitte, qui a jamais fait de sport. Il faut apprendre à entraîner ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est tout un comportement, c'est une façon de communiquer, c'est une programmation qui est différente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans et puis c'est très négligé. Non, mais c'est certain, c'est des gens qui. Tu sais, c'est des humains qui ont autant de valeur qu'un mec qui est champion du monde de boxe au final. Hein. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Du coup. Et là, tu vas vraiment être santé, tu vois. Tu vas être sur l'aspect santé, les autres, tu vas être sur l'aspect perf, qui forcément peut être un peu potentiellement impactant pour la santé. Donc, c'est différent. C'est différent, comme tu l'as dit. Mais du coup, on travaille avec la population athlétique. Quel est le facteur limitant que tu retrouves le plus? Par exemple, avec les athlètes de CrossFit. La mobilité. La mobilité dans son contexte global qui veut tout dire. Hein. La mobilité, c'est pas la flexibilité, on va pas le répéter 1 milliard de fois, mais c'est pas juste de la souplesse passive. La mobilité, en fait, la capacité à être fort, surtout en fin d'amplitude à haute vitesse. Tu vois, si je devais résumer, c'est ça que je dirais. C'est ce que je retrouve le plus et évidemment, surtout sur les épaules. Tu t'en doutes. Donc, voilà. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai que les épaules, elles sont pas épargnées en plus dans le CrossFit. Les keeping pull-ups, tous les mouvements au-dessus de la tête. En même temps, tu vois, les gars, je sais pas si on verra la vidéo, mais les gars, ils lèvent le bras ici, ils veulent faire des muscle-up et des kicks. C'est ça. Ouais, ok, avec la vitesse, ça va y aller, mais sur le long terme, si tu n'essaies pas d'être plus fort en fin d'amplitude, ça sert à rien, tu vois. C'est clair. Moi, ça fait des années que je me tue à dire ça, tu vois. Je suis content que le message, tu vois, aussi soit partagé partout maintenant, mais les gens ça commence à résonner. Et le truc qui est parfois qui est tricky, c'est que t'as pas forcément mal, donc ton message, il résonne pas. Mais on sait que ça va arriver, tu vois. Nous les premiers, tu vois. Ah, après, tu le sais. En vrai, la prévention, c'est vraiment pas sexy, c'est pas marrant, tu vois. Non. Faire de la préhab et tout, faire des exos pour se dire, ok, je me prépare pour si jamais, pour éviter d'avoir mal. C'est chiant de ouf. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'entraîner, se faire plaisir. Je comprends. Hein. Je pense que c'est un truc qui va être difficile à combattre. Mais ouais, c'est comme ça, tu vois. Mais t'avais dit un truc qui était intéressant, je rebondis sur le CrossFit. T'avais dit, putain, j'ai plus la phrase exacte, mais t'avais dit, c'est pas le CrossFit qui vous impose ses contraintes. C'est. Comment t'avais dit, mais c'était bien dit. Ouais. Parce que la question qui revient souvent, c'est est-ce que le CrossFit c'est mauvais pour les articulations? Je dis, c'est pas le CrossFit qui est mauvais pour vos articulations, ce sont vos articulations qui sont mauvaises pour le CrossFit, tu vois. C'est ça en gros. C'est exactement ça. Le sport, t'as rien demandé, tu vois. Le sport a ses propres règles, ses propres contraintes. Ouais, et ton corps, il doit être prêt pour
tolérer ça. C'est pas le Mais crossfit. après, tu vois, en fait, je pense que le problème, encore une fois, c'est la vision qu'on s'en fait. En vrai, quand tu vas dans des box de CrossFit, la plupart des pratiquants, c'est pas des gens qui vont faire des butterfly, des muscle-up à foison et tout. C'est juste des gens qui viennent parce que soit ils sont en surpoids, ils veulent être en meilleure santé, soit ils veulent juste se dépenser et faire partie d'une communauté. Et ils vont faire peut-être 2-3 keeping pull-up, des pompes, des snatchs, mais vraiment légers et tout. Ouais. Et c'est pas ce qu'on voit sur Instagram avec des mecs qui t'enchaînent des 40 muscle-up, des trucs complètement incroyables sur des anneaux et tout. C'est pas vraiment ça, en fait. Ça, c'est le CrossFit performance. Et comme dans tout sport, en fait, quand tu cherches la perf, forcément, tu t'exposes à un risque de blessure. C'est obligatoire. Ouais. Mais moi, je le dis tout le temps, parce que vu que je travaille avec ces athlètes du haut niveau, les gens pensent que les athlètes de haut niveau sont le modèle de santé, tu vois. Alors pas du tout, les gars sont cassés, les gars sont... De ouf. Moi j'étais athlète compétiteur, j'étais cassé aussi, tu vois. Et en travaillant avec ces gens à plus haut niveau, vous vous rendez pas compte, c'est pas pour rien que les gars à 40 pieds, ils arrivent à peine à marcher, ils prennent grave du poids parce que leur corps est complètement foutu. Et au final, vous voulez pas ça, tu vois. Vous voulez pas ça, vous voulez avoir un corps fonctionnel, vous voulez vous sentir bien, tu vois. Et malheureusement, la santé, c'est le prix à payer pour la performance de haut niveau. Et ça, il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Alors oui, on peut chercher à mitiger, c'est notre taf, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on prêche, mitiger les blessures, etc., préparer nos tissus au maximum. Mais, hey, tu vas y laisser des plumes, mon gars. Tu vas y laisser des plumes et ça fait partie du game, c'est le sport, c'est comme ça. Hein. Exactement, c'est un deal, hein. C'est ça. C'est le jeu. Bon, moi... je peux peut-être laisser un petit peu de genou pour quelques contrats à plusieurs millions. Je sais pas, c'est à discuter. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais... En vrai, c'est un choix. Hein. Bah, c'est un choix. C'est un choix et je pense qu'on se met pas à la place de ces personnes-là, tu vois. Ou même un sport qui est pas forcément hyper rémunérateur. Genre, un mec, son rêve, c'est de gagner les Jeux. Ouais. Il veut gagner les Jeux Olympiques sur un triple sauteur, tu vois. Il veut gagner les Jeux Olympiques triple saut, c'est son rêve vraiment depuis tout petit. C'est pas rémunérateur. Le mec, il va être sponsorisé par Puma, vite fait, des trucs comme ça, tu vois, mais ça va pas être très rémunérateur. Le mec, il va se démolir les tendons d'Achille, il va boiter toute la semaine, mais il va faire les compètes le week-end pour faire les minima et tout. Il sait que voilà, c'est le prix à payer, mais lui, il veut être champion des Jeux et il a choisi. Et c'est son choix, tu vois. Il n'y a pas de bien ou mal en fait, c'est juste un contexte. Bien sûr. Et c'est lui qui a décidé. Donc voilà, il faut vraiment voir les deux côtés du spectre. Tu vois, moi j'ai bossé à l'INSEP qui est quand même la référence française. C'est tout à fait discutable, mais sur le sport de haut niveau. Et tu vois les gars, bah non, tu peux pas dire qu'ils sont en bonne santé. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais les gens se rendent pas compte de la mentalité que ces athlètes de haut niveau ont. C'est un truc de fou, les gars. Comme tu l'as dit, en fait, là où la plupart des gens iraient à l'hôpital pour se faire diagnostiquer, tu vois, pour avoir une opération, bah, les gars, ils vont et puis ils vont performer. Et je pense que les gens connaissent pas ça et ils devraient plus respecter. En fait, c'est la mentalité de l'athlète du haut niveau, tu sais, mentalité de champion. Quoi qu'il arrive, voilà, on va le faire. Peu importe si on est cassé, on va y aller, on va le faire. Et ça, franchement, faut pas oublier ça. Donc voilà, cherchez pas à imiter forcément ce qu'ils font parce que vous allez. Ah bah non, c'est sûr qu'il faut pas imiter. Et du coup, j'aimerais rebondir, Thomas, sur une de tes dernières vidéos sur laquelle tu as parlé des tests orthopédiques. J'ai publié ça. Et voilà, tu disais que les tests orthopédiques, tu as mentionné le genou principalement, étaient inutiles. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu? Alors, c'est l'intro de la vidéo, c'est forcément punchy, tu vois, parce que sinon les gens ils restent pas aujourd'hui. Alors moi, c'est pas forcément un format que j'apprécie énormément, les réels, les vidéos courtes, TikTok, machin, mais bon, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fonctionne, donc il faut que les 5 premières secondes soient impactantes. Voilà. Si tu dis la plupart des tests de genoux ne sont pas la nuance, c'est pas sexy. Les gens, c'est sûr, ils vont pas regarder la vidéo. Du coup, tu annonces un truc qui dit waouh, ouais, je suis pas forcément d'accord. Et après, le gars va rester. En fait, ce que je voulais dire dans cette vidéo, où la plupart des gens étaient d'accord avec moi, évidemment, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on reçoit au cabinet ou ce qu'on reçoit en suivi, c'est des gens qui ne savent pas gérer leur charge d'entraînement et qui, du coup, mettre trop de contraintes sur des tissus qui ne sont pas adaptés et qui peuvent s'adapter mais qui ne sont pas adaptés pour le moment. Et en fait, tous les tests de genou, sachant que le genou, ce n'est pas une articulation où les tests ont des grosses qualités métrologiques, ça, je vous amène à regarder la littérature là-dessus si vous ne me croyez pas, n'ont pas trop d'intérêt. Un gars, il vient pour une douleur antérieure de genou parce qu'il a mal depuis 3 mois à force de faire, je dis n'importe quoi, des box jump au CrossFit, il fait des box jump et il a mal au genou depuis 3 mois. Il n'y a aucun intérêt dans son anamnèse, dans la réflexion que vous avez autour de ça, à aller faire un test pour les croiser. Parce qu'il n'y a pas de risque qu'il se soit fait les croiser. Il n'y a rien qui va amener là-dessus. Et de toute façon, votre test pour les croiser, votre Lachman,
il est pourri en soi. Si vous voulez voir si le mec il a encore un croisé, vous lui faites faire un IRM. Mais est-ce que le coût d'un IRM vaut la potentielle? Non, au final, non. Du coup, ça c'est potentiellement pas intéressant. Alors après, si vous êtes au bord d'un terrain de foot, le gars, il se fait tacler, il a la sensation de genou qui part, tac, tac, vous êtes sur le bord du terrain, faites un petit Lachman pour regarder, ok, pas de problème, même si ça a des qualités métrologiques réduites, pas de problème. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce test, ou les tests pour les ménisques, ils vont en rien changer ce que vous allez faire dans la réhab. Parce que la réhab, elle va dépendre d'une chose, c'est des symptômes de la personne, et les symptômes ne sont pas présents en fonction ou pas des tests, et surtout de la modulation de symptômes que vous allez créer dessus en fonction de ce que vous avez réfléchi au bilan, quel tissu était faible, quel tissu était sous-activé, quel tissu était trop chargé, qu'est-ce qui bougeait mal, qu'est-ce qui bougeait bien, etc., etc. Donc en fait, ça n'oriente pas vraiment. C'est peut-être des marqueurs de progression. Exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons un test qui recrée une douleur de genou. Voilà, c'est un test qu'on a inventé, c'est le K-Swiss test, on va l'appeler comme ça. C'est un test qui recrée une douleur de genou. Début de réhab, on le fait au patient, tac, tac, il a mal. T'as mal à combien? 7 sur 10. Ok. On fait la réhab en fonction de ce qu'on a vu. Le quadri n'était pas assez fort, ça manquait de mobilité de cheville. La hanche en rotation interne, c'était pas ouf. Bah, on fait notre réhab pendant 3 mois. On reteste le K-Swiss test 3 mois après. La douleur a diminué à 2 sur 10. C'est bien, on a une marge de progression parce que ce test nous a permis de marquer, d'être un marqueur de la progression de la personne. Mais si votre test ne sert pas à ça, c'est que la plupart du temps, en fait, il n'est pas très intéressant et qu'il ne vous apporte pas vraiment d'arguments de réflexion dans votre bilan. Surtout pour le genou. Pour l'épaule, c'est une autre question. Il y a des tests qui sont quand même importants parce que ça nous amène des pistes de réflexion sur une potentielle lésion d'un tissu qui pourrait être grave, entre guillemets. Ça peut arriver, hein. Il ne faut pas non plus être bête et dire non, les tests, ça ne sert à rien, je ne les fais pas. Des fois, ça peut être amené dans la réflexion. Par exemple, il y a des tests pour évaluer la capacité contractile du subscapulaire. Je dérive, mais c'est un exemple. Si jamais vous avez un patient, il vient, il est tombé bras tendu vers l'arrière, il s'est fait tracter bras tendu vers l'arrière, vous lui faites les tests, vous voyez que ça ne répond pas du tout, qu'il n'y a pas du tout de force en rotation interne. Sachant que le mécanisme lésionnel, ça peut faire penser à une rupture du subscap, il y a tout intérêt à aller faire un IRM pour voir si le subscap n'est pas abîmé, parce que c'est quand même un muscle clé dans l'épaule et sans subscapulaire, on ne va pas très loin. Du coup, c'est juste de la réflexion, mais dans 99% des cas, en fait, ce n'est pas pertinent. Et malheureusement, la plupart des kinés aujourd'hui, ils perdent leur temps à faire un bilan long comme as avec 10 000 tests qui au final ne leur indiquent rien dans la rééducation. Et ils font juste les tests parce qu'on a dit que c'était EBP et que les tests étaient bien. Mais s'il n'y a pas de réflexion derrière, ça amènera dans la rééducation et la rééducation, elle n'est pas spécifique. Du coup, c'était pour ça que ce réel était orienté comme ça. Mais encore une fois, il n'y a jamais de stricte vérité. Je dis quelque chose aujourd'hui, ça se trouve demain, je dirais l'inverse. On évolue avec le temps. Mais voilà ma justification à ce petit format que je n'apprécie pas trop, mais bon, qui fait partie du nerf de la guerre. On essaye de faire des trucs toujours constructifs et on va dire un peu pédagogique, mais c'est pas facile sur une minute. Franchement, c'est pas simple. Non, c'est clair qu'en une minute, t'es limité. Tu peux pas tout dire, mais voilà, tant que t'amènes une réflexion différente, c'est ça qui est important. Et si les gens sont amenés à se questionner par rapport à ce qu'ils croient être vrai, c'est déjà une victoire quelque part. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais je trouvais très intéressant parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup ces tests orthopédiques et parfois ça nous donne des diagnostics au final qui ne veulent rien dire, comme tu l'as dit, qui ne nous donnent aucune indication sur la programmation qu'on doit entamer. Et moi je dis souvent, ce qui se passe, c'est que ces tests orthopédiques nous donnent des informations à un niveau macro, mais la plupart des gens qui viennent nous voir, en tout cas nous en tant que coach, personnel trainer, et même je pense que la plupart des kinés, on parle de blessures à un niveau micro. Et malheureusement, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications à ce niveau-là. Et du coup, Thomas, si tu devais donner un conseil à la population générale qui souffre de douleurs quotidiennes, toi en tant que kiné, qu'est-ce que tu leur dirais? Bouger régulièrement, le plus régulièrement possible. Ça peut paraître tout bête, mais vraiment, il y a une règle, tu vois, qu'on dit à tout le monde dans les entreprises. Faites des pauses toutes les heures pour aller marcher. En vrai, c'est bidon, tu vois, mais rien que ça, déjà, c'est bien. Donc, première chose, bouger régulièrement, marcher. Vraiment, la locomotion est quelque chose de très protecteur parce qu'on est fait pour marcher, chose qu'on oublie vraiment. Et si possible, faites du renfo. Faites du renfo et un peu de cardio. Un peu des deux. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que quand tu dis bouger, est-ce que tu peux préciser, est-ce que tu précises le tout dans le sens où, parce que bouger c'est très vague au final, est-ce que quand tu dis à quelqu'un de bouger, la personne va se lever et elle se dit ok je dois bouger, mais qu'est-ce que je dois bouger? Tout.
tout, Ok. des pieds à la tête. En fait, il faut faire des activités normales pour un humain, tu vois. Je dis n'importe quoi. Tondre de la pelouse, cueillir une pomme, marcher, ramasser un truc par terre. Il faut faire des trucs divers et variés tout le temps. Et c'est pas forcément faire un sport en question qui est plus fonctionnel qu'un autre sport. Ça veut strictement rien dire. Il faut juste bouger, être un vrai humain et pas un humain du 21e siècle qui est assis devant son ordi tout le temps, tu vois. Donc, si, pour la population générale, vraiment, mon conseil, c'est ça. En premier, marcher. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment une clé dans la santé de l'appareil locomoteur humain. Et après, voilà, se dépenser, faire du renfo, etc. C'est quand même important. Donc, je vais te dire 2 séances de renfo dans la semaine. Donc, musculation à intensité variable, hein, ça dépend du niveau de chacun. De 30-45 minutes. Pareil, 2 séances de cardio, basse intensité. Et après, de la marche tous les jours. Il faudrait marcher au moins 5 à 10 bornes tous les jours. Ouais, à fond. Et c'est marrant parce que je vois même dans la littérature aujourd'hui, les discours commencent à changer. Mais à l'époque, quand tu donnais des recommandations pour la population générale, c'était faites du cardio, une activité cardiovasculaire, mais on n'avait jamais cette idée de recommander aux gens de faire de la renfo. Tu vois, et aller faire de la musculation. Et là, ça commence à venir en fait, parce qu'on se rend compte que hey, franchement, c'est un des trucs les plus importants. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais c'est les deux. Et surtout, mais négligez pas ça. Si vous marchez déjà assez pendant la journée, je mettrai plus l'accent sur la renfo que sur le cardio de manière générale. Donc ça, c'est clair. Ok, top. Du coup, Thomas, j'ai quelques questions marketing avant qu'on passe à la suite. Parlons un peu de comment ton business a démarré. Tu as dit que vous êtes lancé, vous étiez dans le rouge. C'était quoi? C'était une idée entre potes, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit, ok, on lance le truc, j'ai lancé la société. Vas-y, dis-nous tout. Pour tout commencer, j'ai rencontré Simon le premier soir de du premier jour de l'école de kiné. On avait beaucoup d'alcool dans le sang, on va pas se mentir. Et on est rentrés ensemble de la soirée et je lui ai dit, mec, moi, mon goal dans la vie, c'est d'ouvrir un centre pour les gens en surpoids et de les aider à perdre du poids. Ok, il m'a dit, ouais, ça a l'air stylé, machin. Bref, le temps est passé. On a fait toutes nos études ensemble, etc. Et après, on est parti bosser quand on a eu nos diplômes. Lui, il est rentré sur la région parisienne et moi, je suis resté à Rennes. Et au bout d'un an, on s'est dit, vas-y, en vrai, ce métier, c'est bien, mais c'est grave routinier, tu vois. C'est grave routinier. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas le répéter 10 000 fois, mais il y a des kinés qui font n'importe quoi, ils gagnent plus d'oseille que toi, alors que toi, tu te fais chier à te former, etc. Et on n'a pas toutes les clés pour aider les gens au max qu'on peut. Et on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on monte une salle de sport où on fait un concept un peu santé, sport, machin. On a fait les démarches, c'était long, on a vu pas mal de, comment on appelle ça, des gens qui construisent là, bon bref, je divague, mais c'est pas grave, des entrepreneurs immobiliers pour construire des trucs. On a fait beaucoup de rendez-vous et au final ça s'est pas fait parce que voilà, encore une fois, d'un point de vue système, c'est assez fermé en France. On a un ordre des kinés qui gère un petit peu ce que tu peux faire, ce que tu as le droit de faire, etc. C'est très fermé, ils sont pas ouverts à la nouveauté. Et on s'est dit, bon allez, Nick, on ouvre notre cabinet et on voit comment ça se passe. On ouvre notre cabinet de kiné, ça se passe bien, on a du monde, on travaille bien, c'est cool. Mais on se dit, on est toujours limité. Il y a un truc on n'arrive pas à faire prendre les gens à 100%. Il y a un truc mieux à faire, tu vois. Il y a un truc différent à faire. Et puis, c'est 16,13 € de l'heure, c'est bien. Mais il faut travailler de 8h à 20h et après, tu n'as pas de vie autour. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on teste un truc. On se forme de ouf sur la prépa physique et on essaye de faire un truc à côté où les gens viennent nous voir pour de la prépa physique suite à une blessure. On dit, ok, vas-y, on commence. On lance la page Instagram. C'était même pas la vitrine au début, c'était juste pour relancer la page Instagram parce qu'on s'est dit, vas-y, on lance une page Instagram, mais il n'y avait rien de calculé. On mettait des vidéos un peu au hasard, on faisait des montages pourris, c'était horrible. Je les ai archivés, les vidéos, je les remets de temps en temps juste pour rigoler. Je regarde, en vrai, c'était horrible. On sautait sur des bosus et tout, des trucs de merde qu'on ferait plus, tu vois. Enfin, bref. Bien sûr, on évolue. À l'époque, voilà. On fait ça, il y a 2-3 clients qui arrivent un peu au hasard, tu vois, parce qu'il n'y avait pas vraiment de marketing. Et on se dit, putain, il faut qu'on fixe des prix. Vas-y, on met quoi comme prix et tout. On dit, au début, allez, vas-y, on met 49 € le mois. On dit, ok, putain, 49 € le mois, c'est pas cher et tout. Ouais, mais les gens, ils paieront pas plus. Ok, on fait. Ça nous prend, chaque client nous prend facile 6, 7, 8 heures par mois pour 49 €, tu vois. On dit, c'est horrible, c'est pas rémunérateur, c'est affreux. On dit, ok, vas-y, on monte, 59.
Ok, on arrive à choper 2-3 clients de plus. On dit, vas-y, ok, on monte. 69, on monte. On arrive à 89 à un moment et on se dit, bon, 89, ça paraît équitable, tu vois. C'était peut-être en 2010, fin 2017, début 2018. On se dit, vas-y, il faut qu'on mette un peu plus l'accent là-dessus. Et moi, je me dis, bah, vas-y, tu sais quoi, je vais bosser une après-midi de moi au cabinet dans la semaine et je vais essayer d'apprendre un peu comment on se développe sur les réseaux, comment on fait des trucs un peu plus quali. Je vais acheter un iPhone parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'iPhone. Donc forcément, j'avais un téléphone pelleux parce que moi, franchement, les réseaux en perso, je m'en sers pas. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Mon téléphone, il me sert à appeler des gens et puis envoyer des messages, tu vois, c'est tout. J'achète un iPhone, je commence à faire des petits montages tout naze, hein, des photos, je mets 2-3 filtres. Ça prend un peu, mais pas de ouf. Bon, on continue l'histoire et tombe le premier confinement. Donc ça dure 1 an, tu vois, quand même, jusqu'à fin 2019. Premier confinement, le vrai first one, quoi, hein, le real confinement, on va dire. Et on se dit, ouais, putain, en France, on pouvait plus travailler dans les cabinets de kiné parce que c'était pas clair si on avait le droit de bosser, etc. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là pendant 3 mois Parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore travailler, tu vois. C'est vraiment ma passion première, c'est le travail, peu importe le travail que c'est, mais il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on développerait pas un espèce de suivi à distance pour des gens qui ont des douleurs, là, qui sont chez eux, mais qui peuvent pas s'entraîner parce qu'ils n'ont pas accès à une salle, c'est confinement, machin, avec peu de matériel. Je dis, vas-y, ok, on teste. Donc, je commence à vraiment m'intéresser beaucoup plus là au marketing Instagram et sur les réseaux. Et tous les jours, on se dit, vas-y, tous les jours, on publie un petit truc, un petit tips qui peut aider les gens. Et à côté, on propose du suivi. Et ça marche. Il y a une de nos premières clientes qui avait peut-être 15 000 abonnés sur Instagram qui nous a fait pas mal de pubs au final parce qu'elle était grave contente. Elle venait de se faire opérer d'une hernie discale et tout. Elle était grave contente. Donc, du coup, elle nous a fait pas mal de pubs. Les gens ont kiffé. Elle avait une grosse communauté. Les gens sont venus. Et puis, à partir de là, ça a commencé à mieux marcher. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire de la pub. On va faire de la pub sur les réseaux. Donc, on a payé la pub Facebook, les ads Instagram, etc. On a perdu tout l'oseille qu'on avait gagné pour ramener au final rien du tout. Du coup, on s'est dit, vas-y, on arrête, tu vois, parce que là, on perd trop d'argent. Viens, on refait des trucs simples. On est reparti sur du simple. On s'est dit, ok, c'est qui le client cible? On a trouvé le client cible, plutôt crossfitter, plutôt sport de force, etc., qui a des douleurs. Ok, c'est quoi le tarif? On a augmenté un peu le tarif. 89. Ok, 89 par mois, c'est pas ouf parce que ça nous prend beaucoup de temps, mais pour commencer, c'est pas mal. Ça, les gens ont commencé à venir, on a eu quelques clients, un peu plus, on a dû arriver à 20 chacun, donc tu vois, une quarantaine. C'était déjà pour nous un beau truc, tu vois, on était contents parce qu'on n'a pas eu de modèle en fait pour faire ça. On a tout fait tout seul. Et à partir de là, je me suis dit, ça fonctionne quand même vachement bien, faut qu'on continue à se former à côté, donc on continue évidemment à apprendre plein de choses à côté. Il faut que je prenne encore plus de temps. Je vais arrêter de travailler 1 jour et demi au cabinet dans la semaine. Donc, en gros, je travaillais du lundi au jeudi après-midi. Et le reste du temps, jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, je bosse que sur les réseaux. J'essaie de créer du contenu, machin, d'augmenter la qualité de ce qu'on vend, patati patata. On l'a fait. Il y a eu encore plus de monde. On a augmenté les prix, etc., etc. Et après, au final, ça s'est affiné. Moi, ma qualité c'est moi qui fais tout sur. J'ai pas de monteur, j'ai pas de vidéaste, je fais tout seul. Les réseaux, c'est vraiment moi qui m'occupe à 100%. Simon, lui, il s'occupe de tout l'administratif. Donc, merci encore à lui de faire tout ça parce que c'est extrêmement chiant. Je me suis dit, vas-y, il faut qu'on professionnalise le truc. Et on a eu vraiment une ligne directrice. Tu vois, j'ai réussi à trouver tout ça, à m'orienter vraiment au mieux pour cibler les bonnes personnes sans faire de pub parce qu'on fait quasi pas de pub, ça marche pas très bien de toute façon. Publier tous les jours, ça fait plus de 2 ans et demi qu'il n'y a pas un seul jour où j'ai pas publié, tu vois. Tous les jours. Mais du contenu en story, avoir un peu d'entertainment, tu vois, que les gens ils aiment bien me voir parler et tout, même si c'est pas un truc que moi j'apprécie particulièrement. Parler facecam en story, franchement, c'est pas trop mon délire, mais je le fais parce que ça fait partie du jeu. Et voilà, après ça s'est lissé tout seul, les prix ont augmenté parce qu'il y avait plus de demandes, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, de toute façon. Au bout d'un moment, quand tu as trop de demandes, tu augmentes tes prix. Tu as plus de demandes encore parce qu'il y a un biais cognitif qui fait que plus c'est cher, plus les gens veulent, tu vois, ça c'est complètement incroyable. C'est un truc de ouf, mais c'est comme ça. Et petit à petit, on s'est dit, tout ce qu'on a appris avec ce temps, parce que franchement, je vais pas vous mentir, les gars, moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir le melon quand je dis ça, mais pendant 2 ans, on n'a pas pris de vacances parce que
c'était pas genre, ouais, vas-y, on se met dans une matrice, on prend pas de vacances et tout. Non, c'est juste parce que c'était normal pour nous, en fait. Tu vois, on prenait pas de vacances, on bossait parce que c'était un plaisir et c'était un objectif final d'atteindre ce qu'on fait là, même si on a encore d'autres objectifs et qu'on n'y est pas encore arrivé, évidemment. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de transférer tout ce qu'on a appris à des gens qui potentiellement veulent faire un petit peu comme nous ou avoir quelques-unes de nos connaissances sur le renfort, sur l'épaule pour moi, sur le genou pour Simon, sur la réathlée pour les coachs, j'en sais rien. Et on s'est dit, vas-y, c'est quoi, viens, on crée un organisme de formation où on forme des professionnels à ça. Et ça a été une deuxième partie du taf qu'on a lancé, ça fait un tout petit peu plus d'un an maintenant. Ça fonctionne très bien. Merci Simon, parce que c'est lui qui gère l'organisme, donc ça c'est super cool. Et voilà ce qui s'est passé. Et petit à petit, on avait trop de taf, donc on a recruté des mecs à qui on sous-traite les suivis des clients. Là, on est en train de réfléchir pour avoir un peu plus de monde dans la boîte parce que moi, le montage et tout, j'aime bien le faire, tu vois. En fait, j'aime bien le faire, mais ça prend beaucoup de temps et je pense que ma valeur ajoutée, elle est ailleurs. Mais tu vois, ça revient avec ce qu'on a dit avant. Je veux toujours savoir faire ce que je vais demander aux gens de faire. Tu vois, donc je vais pas prendre un monteur si moi, je sais pas monter. Je vais avoir expérimenté le truc. Certes, la personne, elle sera meilleure que moi, c'est sûr, tu vois, parce que c'est son taf. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le bénéfice que je perde du temps là-dessus sera moindre que je crée des nouvelles formations, des nouvelles idées et tout. Donc, en gros, voilà comment ça s'est passé. Je sais pas si c'était clair mon histoire, mais voilà un petit peu le truc. C'était clair, c'était inspirant petit à aussi. petit, parce que au début, tu l'as dit, ça marchait pas. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes dans le vert? Ça fait... je vais te dire, vraiment dans le vert, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans et du coup, on est 2022 et vous avez lancé ça quoi, en 2017, tu m'as dit? On a lancé, franchement, alors la société, au début, c'était pas une société qui a été créée parce que c'était un peu en soum-soum, tu vois. C'était officieux, ouais. C'était training thérapie. Enfin, non, au départ, ça s'appelait coaching thérapie. Heureusement qu'on a changé, training thérapie, c'était mieux quand même. Et la société, on s'est dit, vas-y, au bout de 6 mois, il faut quand même qu'on crée une société. Donc, la société, elle a dû être créée en fin 2017 ou début 2018. Et pendant 2 ans, c'était dans le rouge. Donc, en gros, nous, on injectait des sous perso pour que ça fonctionne. On se payait pas, évidemment. Mais vous en doutez bien, ça fait pas longtemps qu'on se paye, mais on a cette chance-là maintenant. Enfin, cette chance-là, je sais pas si c'est une chance. Et petit à petit, ce que j'ai pas dit, c'est que je travaillais de moins en moins au cabinet. Et c'est marrant, tu vois, parce que les gens, à chaque fois, ils me disent « Ouais, t'es encore en vacances. Ouais, tu travailles pas, mais vas-y, toi, tu travailles jamais et tout. » Mais... Travaille tout le temps. c'est en fait, moi, ça me fait rire, tu vois. Jamais j'ai répondu à ça. Ou, ouais, tu vois, ça pourrait me piquer un peu. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Je sais très bien ce que je fais. Je sais que je travaille au moins 4 fois plus qu'eux. Que le week-end, moi, je regarde pas Netflix, tu vois. Donc... C'est un choix. On a des petits objectifs perso parce que on est des sportifs, donc on a toujours des petits objectifs à atteindre. Mais on sait que des objectifs de chiffres, des objectifs de productivité, des objectifs de nombre de personnes dans la boîte, de nombre de formations faites et tout. Mais je sais très bien, autant que nous, une fois que tu as atteint un objectif, en vrai, tu es là, tu as atteint ton objectif. Next. Tu dis, vas-y, en fait, ça change quoi à ma vie? Ça change rien, tu vois. C'est juste le process qui est intéressant. Et au final, de moins en moins, je travaille au cabinet. Et là, comme je t'ai dit au début, je travaille une après-midi au CAB dans la semaine. Ça me pèse parce que ça me prend beaucoup de temps. Et à chaque fois, je pense à autre chose. Je sais que je pourrais faire autre chose qui sera plus rémunérateur. Mais vu que j'aime ça, pour l'instant, je continue. Après, à voir si ça reste comme ça ou pas. Ouais, sûrement. En soi, je pourrais ne plus y bosser. Mais j'aime bien, tu vois, je vois mes collègues et tout, c'est bien, c'est différent. Donc voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et évidemment, tout ce que j'ai dit, ça concerne aussi Simon. Donc voilà. Salutations à Simon qui n'est pas présent, mais il est présent. Il n'est pas présent, mais il est dans le cœur, il est là. Et du coup, quand vous déléguez le travail aux gens, est-ce que tu as ce sentiment de te dire « Ah, mais je sais pas s'ils vont faire le travail aussi bien que moi ». On les a formés, on a un process d'intégration dans la société, on a travaillé longtemps dessus. Ils sont formés à fond. Et en fait, ce qui est ouf, d'ailleurs, merci les mecs, ils ont tellement peur de nous décevoir que limite, ils font le travail mieux que nous, tu vois. Et du coup, ce processus d'intégration, tu pourrais nous... T'es pas obligé de donner tous les secrets, mais... Moi, tu sais, j'ai pas de secret. En fait, moi, je pourrais tout dire aux gens parce que je sais que les gens, ils le feront pas. Donc, clairement, rien à foutre, il n'y a pas de concurrence, tu vois. On pourrait dire que tous les deux, on est en concurrence parce qu'au final, on fait quasi le même taf. Mais pour moi, il y a du taf pour tout le monde. Donc, plus il y a de concurrence, mieux c'est. Je suis vraiment pas dans ce délire-là. Processus d'intégration, déjà, ils passent plusieurs journées avec nous. Après, on a des processus vraiment pour créer les procs, pour
rentrer les clients, digitaliser le truc, qui sont filmés, ils peuvent regarder le truc, tout est expliqué. On a des groupes sur Slack, on évite de faire ça sur Messenger parce qu'après ça part vite en rigolade, où on échange, on fait des réunions. Tu vois, c'est comme une entreprise en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme, tu vois, on est patron de l'entreprise et c'est pas des salariés parce que... C'est pas comme, c'est une entreprise, ouais, c'est exactement le même système. Mais tu vois, au début, c'était pas du tout voulu. Hein. On s'est jamais dit, on va créer une société avec des gens qui bossent avec nous. Ça s'est fait naturellement, tu vois. Il y a pas de... Ça se fait, ça se trouve, il y en a... Ça se trouve dans... J'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, dans 2 mois, ça fonctionnera plus. Ouais. Bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est le game. Mais en tout cas, le but, ce qui est intéressant, c'est que l'idée principale, c'est de vouloir aider les gens. Et après, toujours, tu combines ça avec cette capacité à travailler, eh bien... t'as des résultats, tu vois. Et c'est ça, il y a pas d'autre solution, tu vois. C'est marrant parce que je me permets de rebondir parce qu'à un moment, t'as dit, j'ai l'impression d'avoir le belon quand je dis ça, quand tu dis que tu travailles beaucoup. Mais en fait, non, tu vois, tu devrais pas, enfin, peut-être je le formule pas bien parce que je suis personne pour donner des conseils, mais dans le sens, pour moi, c'est mérité, tu vois. Si toi, aujourd'hui, tu récoltes les fruits de ton travail, c'est parce que tu as travaillé plus dur que d'autres. Tu vois, j'avais fait une vidéo, j'avais lancé un bar à jeu en 2000, c'était quand? Première vague, deuxième vague, je sais même plus à quelle vague on était dans les restrictions du Covid. Et j'ai lancé un bar à jeu et j'ai dit, ouais, j'ai perdu telle somme. Et un de mes gars qui m'écrit, un de mes gars que je vois pas, que je fréquente pas souvent, qui me dit, ouais, mais comment t'as eu cette somme? Tu vois, et moi je suis là, frérot, quand toi t'as acheté des baskets tous les week-ends et que tu sortais tous les week-ends, ben moi j'étais au charbon, moi je travaillais plus dur que toi, je travaille 18 heures tu vois, 16 heures par jour. C'est ça, tu vois, les gens cherchent le secret, il n'y a pas de secret, c'est juste qu'on a travaillé plus dur que toi et aujourd'hui on a plus que toi parce que c'est la réalité, il faut faire face à cette réalité, t'as pas travaillé, c'est dur. Et c'est ça au final, tu vois. Donc, si vous voyez des gars qui réussissent, en tout cas félicitations à vous, on voit votre business, ça fonctionne, tu vois, c'est parce que les gars, ils ont travaillé plus dur, ils se sont investis. Et il n'y a pas de secret au final. Donc moi j'aime entendre ces success stories d'entrepreneurs qui font. Mais on est plein. Je suis sûr qu'on est plein. Il y a plein de gens comme nous. Bien sûr, il y en a plein. C'est ces gens-là qui tirent les autres vers le haut, tu vois. Alors on est personne pour dire qu'on tire les autres vers le haut, mais c'est quand même, tu vois, c'est cool ce genre d'histoire. Moi, c'est ce que j'aime entendre aussi en podcast, tu vois. C'est ce que j'écoute le plus parce que tout est faisable en vrai, tu vois. Il y a pas de... Comme disait Booba, aucune cité n'a de barreaux, mais aucune ville n'a de barreaux en fait. Tu vois, c'est dans la tête les barreaux. Exactement. C'est dans la tête. Du coup, Thomas, j'ai des questions rapides avant de conclure avec la dernière question spéciale du K-Sui Show. C'est le combini. C'est le combini, exact. Très rapide. Fast and Curious. Exact. Vas-y. Du coup, let's go. Front squat ou back squat? Front. Sport collectif ou sport individuel? Indiv. Ok. Attention, celle-là, ça peut causer des problèmes. Thérapie manuelle ou renforcement musculaire? Ouais, faut à 10. Ah, facile. Snatch ou clean and jerk? Snatch. Pizza ou burger? Pizza. Ah, pizza, mon gars, moi aussi. J'ai la dernière pour toi et ça rejoint ce qu'on disait là sur le côté business. T'as vu, je suis rapide. Hein. Ah, t'es rapide, hein. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que t'aimes. Exactement. Alors là, est-ce que tu préfères un taf de 9 à 5, bien payé, sans stress, ou 16 heures par jour, vie d'entrepreneur, tu fais ce que t'aimes, mais stressant? 16 heures par jour, stressant. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est particulier, tu vois. Moi, j'ai réfléchi souvent parce que c'est vrai que le stress que ça amène parfois, tu te dis, souvent je le dis, peut-être qu'à ce stade aujourd'hui, pour la quantité de travail que j'ai déjà fourni, même si j'aime ça, après aujourd'hui, je suis dans un différent contexte parce que je suis père de famille, etc. Donc il y a d'autres facteurs. Mais je me dis, peut-être qu'un 9 à 5, même si je prends la moitié de ce que j'ai, tu vois, ou tu vois, t'as un 9 à 5, tu sors, tu peux aller voir tes potes. Moi, je te pose une question. Un 9 à 5 payé autant que ce que tu fais là? Un 9 à 5 payé autant? Ah, je prends en direct. Ah ouais? Je prends en direct. Mais t'es sûr que sur le long terme, t'es sûr que tu kifferais? À condition que ça soit pas... que ça soit un truc qui soit ok, tu vois? Pas un truc où si je suis déprimé au taf, non, ça c'est clair que ça, pour tout l'argent du monde, je le prends pas, tu vois? Mais je pense aujourd'hui avec la charge, parce que les gens se rendent pas compte en fait de la charge de travail, tu vois? Mais en fait, tu vois, c'est intéressant parce que tu dis il y a un stress et tout. C'est sûr, il y a un stress constant en fait quand tu fais ce genre de travail où t'es
t'es un peu dans le flou tout le temps. Tu vois, t'as des idées de ce qui va se passer, mais t'es un peu dans le flou. T'avances tout seul. T'as pas de gens qui te guident et qui te disent, vas-y, comme à l'école, tu vas faire tes devoirs à cette heure-là. Non, t'as pas ça. C'est un stress, je pense, que nous, on cherche parce que ça nous excite, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est fatigant. T'es tout le temps en train de réfléchir, tu vois. Ça s'arrête jamais. C'est sûr que c'est fatigant, mais je pense que si on l'avait pas, on serait pas heureux. Tu te l'auto-imposes, en fait. Ça fait partie de nous. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et tu vois, Simon, lui, il a capté il y a pas longtemps. Lui, il pensait que tout le monde était comme ça, que tous les gens avaient besoin de ça. Et je lui dis, mais mec, t'es un ouf. Il y a des gens, ils ont juste besoin. C'est ni bien ni mal. Il y a des gens, ils ont juste besoin qu'on leur dise, fais ci, fais ça. Et ils font leur taf et ils s'imposent pas de stress. Le soir, ils regardent Netflix tranquille, ils se posent pas de questions. C'est pas bien ou pas bien. Il y a pas de jugement, tu vois. Mais je pense que chacun est différent à ce niveau-là parce que tu as des expériences un peu différentes là-dessus. Moi, t'as capté, je suis un grand fan de développement perso. J'aime pas trop ce terme, encore une fois, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'en fait, tu te l'auto-imposes et tu le choisis. D'ailleurs, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient? Ça, c'est... Moi, je pense que... Je sais pas si le terme... J'ai une mauvaise relation avec le terme entrepreneur, tu vois. C'est un terme qui m'a saoulé, tu vois. Je suis d'accord. Mais moi, j'aime bien le terme hustler, tu vois. C'est un truc que... tu vois, tu vas être un débrouillard, tu vas être un hustler. Oui, bien sûr. Voilà. Et en gros, moi, je pense que toi, en fait, est-ce que tu n'es pas un entrepreneur ou un hustler, un débrouillard? Je pense que les circonstances de la vie font que tu deviens ce genre de personnage, tu vois. Moi, je sais que la façon dont j'ai grandi, mon environnement social, etc., les circonstances dans lesquelles j'ai grandi m'ont forcé à être la personne que je suis aujourd'hui. Après, j'ai eu l'éducation, une bonne éducation derrière qui m'a également inculqué le fait de travailler dur, tu vois. Donc ça, c'est... Tu vois, je suis pas né avec... Ou je suis né avec, ça va dépendre de comment tu vas définir le truc, mais de cette façon-là, tu le deviens. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'inné aussi qui te pousse à innover, mais je pense que c'est plutôt le contexte dans lequel tu grandis, tu vois. Mais c'est sûr. Je pense que c'est ça. Je suis d'accord. Donc je pense que tu le deviens au final, et c'est pas quelque chose d'inné. Après, tu peux avoir certaines qualités qui vont t'aider dans ta vie entrepreneuriale, qui elles sont innées, tu vois. Peut-être je verrais ça comme ça. Et toi? La même réponse que toi. Ton contexte définit que tu le deviens, en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais je trouve intéressant d'avoir ton point de vue. Peut-être que ça évoluera, je sais pas. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, à ce stade, avec le niveau de la charge de travail, le stress, etc., je me dis, tu vois, peut-être que j'essaierai d'être un intrapreneur. Tu sais ce que c'est un intrapreneur? Qu'est-ce que c'est que ça? Un intrapreneur, c'est le gars que tu aimerais avoir dans ton entreprise. Parce que c'est le gars qui va travailler comme si c'était son entreprise. D'accord. C'est-à-dire qu'il va tout donner pour faire grandir l'entreprise, mais il prend pas les risques. C'est-à-dire que un gars sûr, quoi. Un gars sûr qui a les idées, tu sais qu'il va travailler dur, mais au final, il veut juste pas prendre les risques, tu vois. Il veut juste être bien. Ouais, c'est le meilleur soldat, quoi. Le meilleur soldat, ouais. Je pense que je serai OK avec le fait d'avoir ce rôle-là, moi, pour être honnête avec toi. Ça, c'est bien aussi, tu vois. Tu veux m'engager ou c'est bien. Vas-y, on va discuter en off après. Ouais, non, mais c'est après, ça va voir. Ça, c'est bien. Il faut que je teste peut-être un jour. Et on verra, peut-être ça me manquera, mais on verra. Après, tu sais, au fond de toi, tu sais si t'aimes être dirigé, entre guillemets, mais je mets vraiment des guillemets là-dessus, ou pas, tu vois. Dans toutes les structurations comme ça, il y a forcément une tête pensante, tu vois, enfin une tête pensante, une tête qui chapeaute un peu le truc. Et c'est pas forcément un tyran ou un patron gros bâtard et tout, mais il est forcément là à prendre un peu le dessus hiérarchique, tu vois. Et il y a des gens qui aiment pas être dirigés, entre guillemets. Chacun. Mais moi j'ai aucun problème avec ça, tu vois, parce que je me dis moi aussi, que tu vois, ça me dérange pas. Moi, quand j'engage quelqu'un, tu vois, c'est mon discours que j'ai avec les personnes avec qui je travaille. Si j'engage avec mon assistante, coach, ou avec mon vidéaste, peu importe, je leur dis, les gars, c'est vous le boss. Donc, hiérarchiquement, c'est vous qui êtes au-dessus de moi, parce que dans votre domaine, c'est vous qui devez me dire ce que je dois faire. Tu vois, je m'attends pas à ce que moi, je dois leur expliquer leur métier. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, au final, c'est là où il y a cette relation du dominé-dominant qui est faussée, selon moi, avec cette idée entrepreneuriale, tu vois, où tu vois, dans le sens, j'aime pas avoir un boss. Mais quand tu es entrepreneur, tous tes clients sont tes boss, tu vois. Exactement. C'est ça, là, tu comprends ce que je veux dire? La relation que tu vas avoir avec ton boss, tu vas l'avoir, c'est encore pire, parce que tu vas avoir cette relation avec tes employés,
tu vas avoir cette relation avec tes clients, tu vois. Donc, c'est là où je pense qu'on vend un peu du rêve avec le côté entrepreneurial. Mais voilà, ça fait partie du game. Et peut-être qu'on fera un autre podcast pour discuter de tout ça. Thomas, dernière question. Bien sûr, je vais t'inviter sur le nôtre après, tu le sais. Avec plaisir. Dernière question, la question spéciale du K-Swiss Show. Si tu pouvais passer un moment avec une personne de ton choix, célébrité ou non, vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Allez, je vais te dire deux réponses. Il y en a une qui va être sortez les mouchoirs et une qui va être plus business, on va dire. Je vais te dire avec mon grand-père qui est décédé évidemment, parce que pour le revoir, tu vois, ce serait le premier choix du cœur. Et sinon, rien à voir. J'aimerais passer un moment avec, discuter du moins avec Booba. J'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est pas mon modèle, tu vois. J'ai pas de modèle à proprement parler, mais en termes de carrière et de respect de ses valeurs et d'authenticité, comme on a dit au départ, comme tu m'as dit tout au départ, je trouve que c'est celui qui m'inspire le plus à ce niveau-là. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rap, ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas Booba, le chanteur, peu importe, je m'en fous un peu. Mais en termes de longévité, d'adaptation, ce dont on a parlé aussi, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez incroyable et il s'exprime très peu. Et vraiment, tu vois, moi, mon goal life, c'est d'avoir B2O sur le podcast. Ok. Ce serait incroyable. Pour moi, Booba, c'est le patron, mon gars. Pour moi, il n'y a même pas de discussion en France. Je ne vais même pas discuter. Pour moi, c'est Booba. Mais tu vois, ça va plus loin que juste le rap et la musique. Tu vois, mais c'est ça que j'apprécie aussi chez lui, tu vois. C'est tous les autres aspects qui vont au-delà de la musique ou de l'écriture, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ok, Booba. On va mettre ça dans l'univers, comme ça il sera sur le podcast Training Therapy. Il est dans le turfu, je crois qu'il est trop loin à attraper, mais vas-y, je vais pas me mettre de barrière, on sait jamais. On sait jamais, mon gars, c'est faisable. On va essayer de connecter tout ça. Je pense que c'est possible. Thomas, du coup, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, toi et ta team? Ils peuvent me retrouver sur training.therapy sur Instagram, Training Therapy sur YouTube, Training Therapy sur TikTok, Training Therapy partout, peu importe, que vous soyez juste pratiquant sportif, de toute façon, à mon avis, vous gravitez autour des univers que Kevin représente, donc normalement, vous devriez tomber sur nous de temps en temps, ou que vous soyez professionnel et que vous vouliez vous former en tant que kiné ou autre. N'hésitez pas à venir faire un tour, juste discuter avec nous. Nous, ce qu'on aime, c'est les échanges. Je suis assez présent sur Insta, même si je me limite à 45 minutes par jour. Normalement, je réponds à tout le monde, sauf les relous qui disent pas bonjour, mais normalement, je réponds à tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, avec plaisir, on échange ensemble. Yes, soyez pas le relou sur Insta, on les déteste. Mais voilà, merci Thomas en tout cas pour ton énergie, pour ton temps. Merci à toi. On va mettre tout ça dans les show notes. C'était Thomas, la voix de Training Therapy. Peace.